Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à un nouveau Zoom du Centre Begin. Cette fois-ci, nous avons voulu commémorer, on peut dire, un événement particulier qui est arrivé il y a maintenant 20 ans. Il s'agit du désendettement, du démantèlement, chacun sa propre terminologie, du Gush Katif, qui est donc intervenu en août 2005 suite à une décision d'Ariel Sharon, puis du gouvernement, puis de la Knesset. On voudrait surtout par rapport à sur particulier depuis maintenant pratiquement 2 ans, revenir sur cet événement, aussi bien sous un angle historique, c'est-à-dire retourner en arrière, ce qui s'est passé avant, et revoir aussi ce qui se passe depuis. Donc, pour cela, nous avons invité ce soir deux personnalités. La première, c'est Gilles Pérez, qui est guide touristique et connaît très bien la géographie, la région, la géopolitique d'Israël. Il vit en Israël depuis, je crois, plusieurs décennies et qui a aussi vécu quelque temps au Gush Katif. Et le deuxième, c'est Stéphane Amar, que les habitués du Centre Begin connaissent aussi pour ses nombreuses interventions dans notre établissement. Donc Stéphane Amar est connu, journaliste pour des chaînes étrangères, expert aussi en géopolitique et en politique et en histoire d'Israël aussi. Donc les deux vont je ne sais pas ce qu'ils nous ont concocté, mais je suis sûr que ça sera passionnant. Et donc voilà, je vous donne la parole à tous les deux. Bonsoir à vous. Bonsoir Yoël, bonsoir Stéphane. Bonsoir à tout notre public. Stéphane, tu commences? Non, non, vas-y, commence. Je suis un fidèle de tes livres, alors je suis content de t'avoir en côte à côte. Bonsoir à tous et bonne semaine. Le mot commémoration, c'est un mot lourd et compliqué. Moi, c'est de revenir un petit peu tout d'abord euh, sur cette région dont tout le monde parle, mais on ne connaît pas toujours euh, ce qu'il a créé, ce qu'il a généré, la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est un nom aujourd'hui internationalement connu et chacun a une opinion et dans beaucoup de pays, des prises de position qui sont marquées. Mais comment est-on arrivé à ce qu'une bande de territoire d'environ 350 km² devienne un endroit si particulier? Peut-être qu'on va, Yoël, si ça te va, on va passer aux cartes. Ça va nous faciliter un petit peu. La première carte que nous avons devant nous, donc, c'est cette carte de l'Empire ottoman. Elle est fort intéressante puisque l'Empire ottoman s'est installé aux confins de 3 continents. Regardez bien, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Et la première chose que l'on peut remarquer sur cette carte, sans faire le moindre nombrilisme, c'est que Israël, qui est d'une taille minuscule, 20 000 km², c'est quasiment une île dans cette région, mais Israël est le seul pays de la région qui a un contact terrestre avec les 3 continents, Europe, Afrique et Asie. On va passer à la prochaine carte. Cet empire ottoman euh, est évidemment a commencé grandiose, euh, mais très rapidement, il s'est dégradé principalement pour des problèmes culturels. D'abord, d'être étendu sur tellement de cultures avec plus qu'une centaine de djunts, de provinces. Euh, c'est dur à gérer. Et puis, parlons des choses, un mot qui est important dans la région, le bakshish, qui a fait que l'impôt n'est pas remonté. Et très rapidement, cet empire étonnant de Suleiman le Magnifique, je vous rappelle que Suleiman le Magnifique fut l'inventeur historique de la poste. Et la poste, c'est ce qui permet la communication entre des partenaires éloignés, et c'est ce qui permet aussi évidemment au pouvoir central de pouvoir maîtriser, pas seulement d'ouvrir le courrier et de le lire, mais d'être complètement mêlé au flux qui se passe entre les fournisseurs de matières premières, entre les marchands qui les transportent, entre les leaders politiques, etc. Donc les Ottomans ont inventé ce système qu'on appellera un système de caravansérail, de grands
place de marché fermée, sécurisée, où l'on payait un octroi pour vendre ses produits, mais aussi la malle postale passait en toute sécurité. On pouvait envoyer d'Istanbul, juste pour l'anecdote, une missive à Alexandrie. Elle arrivait elle partait d'une main à l'autre en moins de 17 jours. Je suis sceptique sur la capacité qu'on aurait à le faire aujourd'hui sans vouloir exagérer. En utilisant la poste avec un timbre, je ne pense pas que cette lettre arriverait aujourd'hui dans ces conditions-là. Mais cet empire s'est dégradé très rapidement. Beaucoup de fonctionnaires locaux ont compris leur poste comme étant une source de revenus personnels. Et donc, en fin de compte, cet État central euh, autour de la Turquie d'aujourd'hui s'est affaibli énormément. Et la carte que vous voyez maintenant, c'est évidemment ce partage que les deux grandes puissances se sont faites de la région à partir donc des accords de Sykes-Picot 1915. C'était aussi la période où on a euh, vu l'importance avec la création des moteurs à essence, l'importance de l'essence. On a vu l'industrialisation de l'Europe et d'autres pays et donc l'importance des matières premières. Et à ce moment-là, chacun a voulu un petit peu euh, avoir son mot à dire. Les Britanniques, évidemment, ont pris le contrôle majeur des choses. Ils ont laissé aux Français cette petite région que vous voyez en bleu. Elle est quand même assez importante, mais elle est au nord. Elle inclut une petite partie de la Syrie, puisqu'on appellera aujourd'hui cette province qui est devenue un État entre-temps dans les années 20, le Liban. On peut passer à la carte suivante. La carte suivante que nous voyons là, je me suis permis de assurer, mais j'aurais pas dû, puisque ça, c'est la carte de 1917, lorsque les Anglais, qui règnent sur plus de la moitié de l'écorce terrestre non immergée, ce qui est quand même colossal, et d'ailleurs une grande partie des océans, les Anglais donnent aux doléances juives, aux doléances sionistes, appelons-les, euh, l'ensemble du terrain que vous voyez là. Et donc, c'est cette déclaration Balfour du ministre des Affaires étrangères britannique qui va être, à vrai dire, la base de la création plus tard de l'État d'Israël. Quand on utilisait le mot Palestine, entre parenthèses, on faisait référence à cette région où vivaient, sur la région côtière, il y a 2000 ans, à l'époque romaine, les euh, Philistins, euh, des peuples venus principalement, des peuplades qui sont venus des îles autour de la Crète, principalement de Crète, et qui se sont posés sur la côte sud d'Israël, en parallèle ou un petit peu plus au sud aux Phéniciens, qui eux se sont posés sur les côtes qui vont de Saint-Jean d'Acre vers la ville de Tyr, Saïda, Beyrouth, vers le Liban. Et donc, cette grande carte, ce qu'on appelle le Grand Israël, que vous voyez là, à peu près 100 000 kilomètres carrés, donc disons un cinquième de la France métropolitaine, euh, nous a été accordée par les Britanniques, qui étaient les seigneurs du monde en ce moment-là, la superpuissance, en 1921, en 1921 pour des raisons internes de divide and rule, les Anglais décident de partager cette région-là en deux parties. Je dirais deux tiers, un tiers, c'est un petit peu plus que deux tiers, c'est un petit peu moins qu'un tiers, mais vous les voyez là, la partie assurée va être donnée à un des membres de la famille qui va hériter donc du pouvoir dans cette terre de Transjordanie. Il s'appelle l'émir Abdallah. Il est l'arrière-grand-père du Abdallah II que nous connaissons aujourd'hui. Et le mouvement sioniste, le mouvement d'Herzl, qui, à vrai dire, n'a pas accepté les autres propositions de nous proposer un terrain en Afrique. Plus tard, il y a eu des propositions dans d'autres endroits. Le mouvement sioniste s'est retrouvé donc avec une carte beaucoup plus réduite. From the river to the sea, comme on dit aujourd'hui, de la rivière du Jourdain que vous voyez là jusqu'à la Méditerranée. Et donc, on est à peu près sur 25 000 kilomètres carrés. On peut avancer sur la carte. Donc, malheureusement, ce que vous avez vu assuré sur la carte précédente, euh, pour le bénéfice des Transjordaniens, a été reconnu par la Société des Nations et est devenu un État indépendant avec un roi, Abdallah, sur une population locale. Mais les Anglais ont tenu à contrôler la terre où nous sommes. Euh, Ça a une importance majeure puisque si nous avions reçu
l'indépendance sur notre terre en même temps que les Transjordaniens, il est certain que la majeure partie des populations qui ont été persécutées en Europe et qui ont été exterminées auraient pu s'enfuir. Elles seraient venues ici, peut-être sans richesse, sans aucun bien, mais en tout cas, elles auraient sauvé leur vie. Mais on n'a pas pu le faire et le livre blanc des Britanniques a interdit cette émigration. Et donc, on est resté un petit peu coincé. Regardez bien, parce que là, on s'approche maintenant d'histoire de la bande de Gaza. Vous voyez sur la côte le kibbutz de Yad Mordechai, vous voyez cette bande de terre marron. Euh, Ça, c'est le plan de partition, le nouveau plan de partition qui a été proposé par les Anglais après la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale. Là, sans être cynique, semble-t-il, c'était réellement histoire de maintenir des pierres d'achoppement entre les côtés, parce que des frontières, on a proposé donc aux Juifs ce que vous voyez là, ce que vous voyez ici, euh, en bleu ciel, et on a proposé aux Arabes de l'ouest du Jourdain ce qui est en marron. Vous remarquez que ce sont des îlots qui ne sont pas réellement reliés et connectés, et donc tout ceci était réellement fait pour que pour qu'il y ait des frictions. Ce n'est pas une chose qui est unique à notre région, vous la retrouvez partout dans la région des Grands Lacs, en Afrique et en Asie du Sud-Est. La décolonisation de beaucoup de grands pays colonisateurs ne s'est pas passée en harmonie. La région que vous voyez, donc, se trouve Yad Mordechai, au sud de Yad Mordechai sur la côte, c'est cette bande de Gaza qui commence à se dessiner. On peut avancer au niveau des cartes. Et vous remarquez donc qu'elle est vraiment sur la route côtière qui relie l'Europe venant de Turquie vers la Méditerranée. En 1948, donc, lorsqu'il y a eu la reconnaissance de l'État d'Israël, les pays voisins ne l'ont pas reconnu. Est-ce qu'ils ne l'ont pas reconnu parce je ne sais pas, c'est pas à moi de juger, mais ils l'ont pas reconnu parce que il est certain qu'on ne peut pas maintenir des régimes totalitaires si on n'a pas de belligérance avec des voisins. Donc, à mes yeux, c'est la seule donnée qui compte. L'Égypte, le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Arabie saoudite euh, n'ont pas reconnu la partition qui avait été proposée sur la carte précédente. Et donc, il y a une guerre qui a duré un an, de 48 à 49, à la fin de laquelle nous avons perdu des morceaux importants, des terrains importants. D'abord, nous avons déconnecté quasiment l'État d'Israël de la partie, entre guillemets, biblique, ça veut dire historique, antique, qui justifiait le retour du peuple juif sur sa terre, donc la région de Samarie, la région de Judée, la région de Benjamin, tout ce qui est autour de Jérusalem. Nous avons perdu aussi des propriétés foncières importantes dans la vallée de la Beka, au nord de Methoula, au Liban, et sur le plateau du Golan avec les sources du Jourdain. Et la bande de Gaza, donc ce qui est au sud de Kibbutz Yad Mordechai, a été conquis par les Égyptiens. Et cette zone va rester sous administration égyptienne jusqu'à la guerre des 6 jours. Elle n'a pas été traitée par les Égyptiens avec grand respect, euh, sans vouloir utiliser des images peu flatteuses, mais c'était une sorte de 9-3 des Égyptiens, et l'Égypte de l'époque, c'était déjà un petit peu un 9-3, mais vraiment, ça a été un endroit où on a poussé des populations variées, et les populations qui étaient à la bande de Gaza ont pas reçu de grands profits de l'Égypte, à part qu'on a fondé là-bas 2 bataillons importants de Fedayoun, des combattants à la solde de l'Égypte qui étaient armés et payés, salariés, et qui attaquaient Israël. À l'époque, on n'avait pas de barrière entre nous. En 1967, à la suite du blocus égyptien de la mer Rouge et du blocus syrien, du bombardement syrien, pour couper les sources d'eau, l'approvisionnement du lac de Tibériade, ça veut dire assoiffer l'État d'Israël, la guerre des 6 jours a été déclenchée, et très rapidement, tout va prendre une autre allure. Israël va conquérir la péninsule complète du Sinaï, va prendre la bande de Gaza, va libérer les parties juives du Golan et conquérir d'autres parties du Golan, mais on va avoir toutes les sources du Jourdain, sauf une qui reste au Liban, et on va prendre la région de Judée-Samarie. Là-dessus, je fais une petite parenthèse. Euh, les combats n'ont pas été particulièrement dramatiques autour de Jérusalem. Il y a eu des combats, nous avons perdu 183 hommes de notre côté,
j'ai eu l'honneur et le plaisir d'accompagner la famille royale jordanienne lors de la signature des accords de paix en 1994. Et là, au cours des visites que nous avons fait ensemble, c'est confirmé l'intuition que j'avais eue auparavant euh, en ayant servi dans cette région-là. Les Jordaniens se sont plutôt débarrassés de la Cisjordanie. Ils s'en sont plus débarrassés que nous l'avons conquise. Pour nous, c'était important d'avoir une frontière éloignée de Tel Aviv avec un massif montagneux qui va de Naplouse, Ramallah, Bethléem, Hébron, et qui permet donc de séparer complètement, de faire un mur de protection pour protéger la partie centrale économique d'Israël, la partie de Tel Aviv. Je pense aujourd'hui clairement, et en étant souvent en Jordanie, que le régime jordanien n'aurait pas survécu, euh, ce ne serait pas perpétué en gardant sa propriété sur cette région-là où se trouvaient des universités, beaucoup d'intellectuels, des gens qui étaient rebelles à un régime de bédouins par rapport à une population locale. Je ne rentre pas maintenant dans le sujet des castes qui existent dans le monde arabe, mais il est clair que l'élite de Jérusalem ou de Bethléem ou de Naplouse, euh, même d'Hébron, qui est plus industrieuse, ne se voit pas dominée par des Bédouins nomades du Golfe qui ont été placés là par des Anglais. Donc il était clair qu'ils étaient déjà en rébellion. La preuve étant, pour nous, étant évidemment ce qui va se passer 3 ans après la guerre des 6 jours, le fameux Septembre noir, puisque le régime jordanien va s'apercevoir qu'une partie des doléances qui s'appellent maintenant palestiniennes, l'OLP, deviennent extrêmement violentes, même sur la partie est du Jourdain, donc sur le sol jordanien. Et là, il va leur mener une guerre terrible. Euh, je pense qu'on parle de plus de 30 000 morts chez les combattants de l'OLP. Tous ceux qui ont refusé de poser les armes ont été chassés. Les pays arabes qui avaient encouragé cette rébellion contre le régime bédouin, très proche des Britanniques, de Hussein de Jordanie, n'ont pas accueilli ces gens-là, et ces gens-là vont partir au Liban. Et ça, c'est une autre soirée, une autre conférence qu'on pourra faire entre nous. C'est ainsi qu'ils sont partis, donc après Septembre Noir, vers le sud Liban. Et de là vont commencer toutes les problématiques du Liban. On peut avancer sur la carte prochaine. Nous avons ici donc cette bande de Gaza. La bande de Gaza s'est retrouvée sous contrôle israélien. C'est une partie d'Israël qui avait été prise par les Égyptiens et qui est revenue à Israël donc après la guerre des 6 jours. Et on parle à l'époque d'une population qui s'approchait de 200 000 habitants. À l'époque, il n'y avait pas de barrière. Il y avait beaucoup de travail de construction, un énorme essor économique qui a eu lieu en Israël. Et donc la population de Gaza a trouvé son gagne-pain en bâtissant les villes et villages sur la région côtière d'Israël. On a même une autoroute qui va directement de Gaza à Tel Aviv. Et au milieu des années 70, la vision du gouvernement israélien, du ministre de la Défense, de Yitzhak Rabin, était claire. Il est important de pouvoir donner du développement à la bande de Gaza, un développement économique, de les faire participer à l'essor économique pour éviter qu'on ait un tel clivage de développement économique. Et on a commencé donc à créer sur des terres qui étaient non viables, principalement la région de Mawassi, des régions très sablonneuses. La bande de Gaza est globalement sablonneuse, mais elle a des régions, elle a des îlots de terrain qui sont sous le niveau de la mer, qui sont très particuliers à travailler, avec un aquifère assez élevé. Et on a commencé à créer des villages. À cette époque-là, je venais de passer mon bac. Là, je viens personnellement parce que c'est vrai, comme Yoël le disait tout à l'heure, j'ai un attachement personnel. J'ai rejoint un kibbutz qui est juste là où vous avez la pointe de la flèche, là, qui va de Beersheba sur Gaza. Mon kibbutz est à 1,8 km de la ville de Gaza. Il se trouve côté israélien, évidemment. Et quelques temps plus tard, donc en 1976, on nous a demandé de construire un village agricole dans la bande de Gaza. C'est ce que vous appellerez plus tard
Gouche Katif, le premier village. Donc j'ai eu la chance et l'honneur. Peut-être peux-tu, Yoël, montrer ce film. Je sais qu'il est en hébreu, mais je vous ferai une petite traduction, mais parce que c'est fascinant. Je me rappelle cette cérémonie comme hier. On, on était à notre première culture. On venait d'ensemencer des tomates dans du sable totalement vierge. Ça paraissait surréaliste, des récoltes magnifiques. Regardez Yitzhak Rabin, si on peut l'entendre, ça sera impeccable et je vous dirai ce qu'il a dit. Voilà. D'ailleurs, je retrouve quelques copains de régiment. Euh, on a tous participé en uniforme. On était en habit d'hiver en plein soleil. C'était en janvier 77. Euh, mais l'armée israélienne à l'époque avait des habits d'hiver britanniques très chauds en laine. C'était insupportable. Et Rabin a parlé d'implantation. Tu arrives à mettre le son, Yoël? Sinon, sans trahir ses propos, en tout cas, regardez la cérémonie. Yitzhak Rabin, fondateur des... לשר, לחלוץ, למאמין, למתיישב, מיכאל חזני, זיכרונו לברכה. יום ביסוס אחיזתנו באזור זה, אזור שהיה מאז מלחמת ששת הימים חלק בלתי נפרד מקיומנו היהודי. Voilà, si tu veux bien t'arrêter, ça suffit jusque-là. Ceux qui voudront le film entier, je leur ferai parvenir. Je l'ai eu récemment. J'avoue que j'étais très ému puisque de me retrouver à transmettre le drapeau de Tsahal aux premiers habitants civils qui vont créer cet endroit qui va s'appeler Katif. Il s'appellera Katif. Et à sa suite, Katif, ça veut dire la récolte. Et de notre kibbutz, qui est devenu entre-temps un moshav, nous, on va partir pour la suite de notre vie militaire, mais on a permis donc de créer. Et c'est là qu'on entend donc Yitzhak Rabin qui parle et de ce ministre du Parti national religieux qui était un visionnaire profondément mystique et qui croyait donc au développement, à verdir la terre d'Israël. Et Rabin qui mentionne combien c'est important de tenir la bande de Gaza qui renforce énormément la solidité de l'État d'Israël. Donc voilà, 1976, depuis 21 villages ont été créés. La plupart, là où vous voyez le A et le Z du milieu du mot Gaza sur la carte, je t'ai mis une carte un petit peu plus tard, Yoël, dans la série où on voit tous les villages, mais nous avons aussi 3 villages qui se trouvent entre Beth Hanoun et Sderot, et puis aussi de 3 petits endroits qui sont en bord de mer. Premièrement, une donnée importante, aucun de ces villages n'a été fait sur de la terre en propriété arabe. Les mouvements de kibbutz qui sont venus s'installer là, qui ont créé, vont sur tout l'éventail politique d'Israël. Il y avait aussi bien le Parti national religieux des Bnei Akiva que la Shomer Hatzaïr, le Dror Abonim. On n'est pas du tout dans quelque chose de marginal, on est dans le mainstream, c'est le chef de l'État. Les 2 grands personnages de la colonisation des territoires pris et libérés à la guerre des 6 jours sont clairement Shimon Peres et Yitzhak Rabin. Je sais qu'aujourd'hui ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Nous avons vécu sur le terrain. Quand on se promenait, il y a eu des époques où nous étions envoyés en patrouille dans la ville de Khan Younes. Pour l'anecdote, Khan Younes, vous en entendez beaucoup parler puisque c'était le fief de Yahya Sinwar, dont on ne se languit pas à cet instant. Mais j'ai souvenir que nous étions 3 combattants à patrouiller dans le marché, dans le souk de Khan Younes en journée. Pour vous donner une petite idée, donc ça ressemblait plutôt à une patrouille de policiers comme en vieille vie. Voilà, on était 3 soldats et il y avait encore une petite compagnie qui était en caserne entre les gens en permission et autres. Quand on était en mission dans cette région-là, l'ensemble de la bande de Gaza était tenu par un bataillon de combattants.
ça veut dire quelques centaines d'hommes, très peu d'histoire. On va avancer un petit peu dans le temps. Je vais sauter un petit peu d'étape. On a créé là-bas une agriculture extraordinaire. Au summum de cette période-là, sachez-le, plus de 48% de la population arabe de la bande de Gaza, donc ceux qui étaient égyptiens auparavant, y ont trouvé leur gagne-pain. Et ils ont la prospérité de ces fermes sur le sable, avec des méthodes qui étaient quasi miraculeuses à l'époque, mais on a eu vraiment, c'était harmonieux, c'était sympa. Comment puis-je dire aujourd'hui, la moitié des copains du quartier qui étaient avec moi en cette époque-là ont passé leur permis de conduire chez l'auto-école de Khan Younes ou de Dir el-Balah ou de Gaza. Mon petit restaurant de poisson à Abu Hatsira, la vie était assez conviviale, sans vouloir exagérer les choses. Avec la première intifada, tout ceci va se dégrader. La montée de la position de Yasser Arafat, un Égyptien qui est venu faire une espèce d'OPA sur le mouvement palestinien, ce qu'on appellera plus tard, en créant l'OLP dès 63. Il y aura un petit peu d'accrochage avec le temps, mais c'est quasiment mineur. Là, je reviens d'une série de conférences en Europe et j'avoue que les tensions que j'ai senties dans certains endroits sont bien plus graves que ce que nous connaissions là-bas à l'époque. Mais on a un basculement majeur qui a lieu à partir de 1991-92, pour ma part. Peut-être Stéphane, tu auras une autre vision de ça. On est dans une conjoncture européenne très intéressante de l'international socialiste. Et à ce moment-là, il va y avoir une grande pression pour proposer une autonomie d'un genre ou d'un autre, ce n'est pas mon domaine, à la population arabe de Cisjordanie, à la bande de Gaza. Et donc, on va créer l'autorité palestinienne, capitale Ramallah, et on va signer des accords de paix qu'on appelle les accords d'Oslo. Je pense que la carte d'après, voilà, celle-ci, je l'ai dessinée à la main parce qu'on n'a pas beaucoup de documents là-dessus, mais j'ai eu le plaisir, la chance, c'était pour moi passionnant d'accompagner les acteurs à ce moment-là de ces accords. Et donc, il a été fixé deux couloirs. On les appelait le couloir 1 et le couloir 2. Le couloir Gaza-Ramallah et le couloir Gaza-Hébron, qui permet aux populations, dans le cadre de l'accord, aux populations de circuler librement entre les deux entités. Avec votre permission, je ne vais pas rentrer maintenant sur les définitions démographiques des populations. Ce qu'on appelle la Palestine, ce ne sont pas les mêmes populations. Il n'y a pas de grand lien culturel entre les gens de Naplouse et ceux de Ramallah, sûrement pas avec Bethléem, encore moins avec Hebron. Et alors Gaza, j'en parle pas. Donc, c'est perçu en Occident comme étant une entité, même si elle est bicéphale, mais localement, c'est un peu différent. Mais néanmoins, ça va avoir une importance majeure parce que je vous rappelle qu'il y a eu la montée des frères musulmans égyptiens qui ont commencé à basculer, à être de plus en plus actifs dans la bande de Gaza. Je peux même dire parfois avec la bénédiction des services israéliens parce qu'ils représentaient une alternative à la violence de Fatah. Donc, que les gens aillent à la mosquée, c'est mieux que qu'ils aillent faire des manifestations dans les rues, etc., si je dois schématiser un petit peu grossièrement. Et quand on a signé les accords d'Oslo, ces deux axes que vous voyez là, qui ont été donc ouverts et qui traversent Israël sans barrière, ça ne ressemble pas, ceux qui sont de ma génération ont connu évidemment les fameux Autobahn qui reliaient l'Allemagne de l'Ouest avec Berlin. Et vous vous rappelez que ça passait en terrain communiste soviétique, enfin pro-soviétique, avec des barrières, des barbelés, on ne pouvait pas s'arrêter sur cette route-là. Et si quelqu'un avait un pneu crevé, il fallait qu'il attende l'armée qui vienne le dépanner. Il n'y avait pas de passage entre les populations sur la route et les personnes qui habitent sur les côtés. Mais nous, l'axe 1 et l'axe 2 sont des axes majeurs en Israël. L'axe numéro 1 s'appelle la route 3, c'est la route Jérusalem-Ashkelon. C'est vrai qu'elle remonte à Ramallah, c'est vrai qu'elle continue à Ramallah et qu'elle continue à Gaza. L'axe 2 s'appelle la route 35. Et cette route 35, elle, a toujours relié donc
la région de Gaza, qui était un grand port tout au long de l'histoire, avec la région de Hébron, qui est une ville d'atelier, une ville d'artisanat. Et dès qu'on a signé ces accords, en 92, l'implémentation a eu lieu en 94, mais là, ça a commencé à mal tourner. Je vois personnellement, c'est mon regard personnel, par hasard, à cette époque-là, on accompagnait ces missions européennes qui venaient accompagner le phénomène. Et je me rappelle de la pression considérable du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères suédois dans la ligne de Olaf Palme, qui ont fait une pression énorme sur Israël par le biais de Shimon Peres pour que l'on donne 19 000 fusils d'assaut à la police palestinienne. À ce moment-là, j'ai eu quelques doutes, j'avoue, je le reconnais, parce que tout ceci avait une bonne allure en donnant une autonomie totale administrative, éducative, de langue, etc. À partir du moment où une police se promène avec des fusils d'assaut 5,56 à haute vélocité en telle quantité, j'ai eu l'intuition que ça tournerait mal et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Sur l'axe 1 et 2, on a assisté à différents drames. Des gens qui devaient juste passer de Gaza à Ramallah ou à Hebron ont commis des actes. Le commandant de la police israélienne de l'époque, après Oslo, donc on est juste après l'administration Rabin, mais celle qui a signé Oslo. Oslo, c'est un accord de Shimon Peres, c'est pas un accord de Rabin. Rabin est co-signataire. On s'est retrouvé devant un problème. Le commandant de la police israélienne l'a dit clairement, je suis incapable de protéger les communautés, les villages israéliens qui se trouvent le long de ces axes. Et je crois que ce sont les deux clauses des accords d'Oslo, le 1 et le 2, qui rapidement n'ont plus été respectées par Israël. Ça ne ressemble pas aux 65 clauses qui n'ont pas été respectées par les Palestiniens, mais là, on a arrêté ce passage facilité et libre entre les deux entités. La bande de Gaza s'est retrouvée donc complètement autonome. Je vous rappelle qu'il y avait ces fermes agricoles extrêmement prospères. C'était pratiquement la zone la plus importante d'exportation de légumes pour notre région, Israël-Palestine, à l'étranger. Et on va avancer donc vers une autre situation qui va commencer à peu près en 2003. En 2003, le plus grand, le plus valeureux des généraux israéliens du Negev, qui a sauvé l'État d'Israël à la guerre de Kippour, le général Sharon, qui s'appelait à l'époque Ariel Scheinerman quand il était jeune capitaine et qu'il a su combattre le terrorisme des Fedayeen, et qui habite à 3 minutes de Sderot. Il s'est retrouvé Premier ministre, il était, comme vous le savez, combatif et sécuritaire. Pour des raisons pas très claires, mais c'est vrai qu'il y avait un problème juridique, un problème d'accusation, de corruption et autres, d'un coup fait une proposition qui est le désengagement de la bande de Gaza. Autrement dit, on va sortir les 19, on dit 21, mais enfin c'est surtout 19 villages israéliens, on va faire sortir la population de façon unilatérale de leur village, des gens qui ont fait un travail magnifique sur la demande de l'État. Sur la demande de l'État, qui ont été posées là-bas par l'État et qui ont vraiment permis de pacifier, de développer économiquement la région. Je crois que c'est pas malhonnête de rappeler que le ministre des Finances de ce gouvernement a voté pour ce désengagement. Il s'appelait Benjamin Netanyahu. Et donc, bénéficiant fréquemment chez nous de la mémoire courte, on peut faire passer toutes sortes de choses. Mais au moment de ce vote dramatique, et nous commémorons aujourd'hui, on va être cette semaine au 20e anniversaire de ce moment terrible. Je me rappelle parfaitement donc ce qui s'est passé, comment les gens ont dû quitter alors qu'ils étaient certains qu'ils faisaient la meilleure chose que leur avait demandé l'État, comment les voisins, tout le long de cette frontière, qui étaient vraiment les voisins de palier, nous étions les gens des kibboutz et les gens des villages étaient mitoyens, tout ça c'est vraiment dans un mouchoir de poche, étaient sur les bords de route et applaudissaient en disant voilà, la paix va arriver, les colons s'en vont. Et malheureusement, les choses ont tourné. Je regardais tout à l'heure en préparant un petit peu, je voulais me remettre dans l'ambiance.
j'essaie de trouver quel était le discours le plus extrême du colon le plus choqué. Et il parlait donc de bombardement. Les gens de Gaza vont bombarder Ashkelon, vont égorger des gens à Netivot. Et ça paraissait complètement illusoire. Il y a eu un tel... on n'a pas permis de débat. Il n'y a pas eu de grand débat. On a imposé une vision, mais, et le plus grave, c'est que ceci s'est fait unilatéralement. En 2005, donc il y a 20 ans exactement, Netanyahou a pris soin de quitter le gouvernement une semaine avant. Voilà, donc Ponce Pilate s'est lavé les mains et Sharon a fait dégager en utilisant l'armée israélienne, ce qui n'est pas le rôle. Ceci n'a jamais été notre rôle à l'armée de faire des activités policières vis-à-vis des civils. Et Sharon n'avait pas préparé non plus l'accueil de ces gens-là, n'avait pas demandé aux kibbutz de lâcher un petit peu de leur terrain pour que leur savoir-faire puisse être mis à profit. Et on a créé, pour les 8900 personnes qui ont été chassées de là-bas, une situation dramatique des gens qui habitaient dans des maisons qu'ils avaient construites eux-mêmes avec des jolies propriétés, qui avaient formé un personnel de qualité chez les Arabes palestiniens. Ces gens-là se sont trouvés dehors. Dans ces années, je me rappelle qu'à la veille de cette, permettez-moi pas d'être personnel, mais à la veille de ce repli, j'accompagnais pendant le dernier mois de cette négociation qui n'a pas abouti, James Wolfenson, qui était le président de la Banque mondiale. Et donc, tous les jours, on descendait sur Gaza. Il allait parler avec les Palestiniens du Fatah, qui dirigeaient depuis Ramallah, qui dirigeaient la bande de Gaza. Qu'est-ce qu'on va faire? Les colons ont dit on ne donne pas nos maisons. Donc, le gouvernement israélien a permis donc, qu'on détruise les maisons. Par contre, sur la pression européenne, américaine, et aussi sur les promesses faites à Wolfenson, le président de la Banque mondiale. Il me l'a assuré personnellement sur tous ces chemins qu'on faisait journellement en remontant à Jérusalem. Ils m'ont garanti que les fermes agricoles, les entreprises qu'on leur laisse, tout ça, ils vont le laisser fonctionner et ça va être la base de la prospérité sans occupation. Il n'y aura plus de blancs ashkénazes qui vont diriger des Arabes de Gaza ou je ne sais quoi, de colons comme certains veulent dire. Et donc, ceci a eu lieu dans la plus grande détresse le lendemain de Tisha B'Av, il y a 20 ans. Et dans les 5 jours qui ont suivi, toutes les industries qui permettaient à la bande de Gaza d'être autonome économiquement et prospère et riche. J'ai eu la chance de voir de beaux hôtels là-bas et de beaux restaurants et des maisons prospères. Ce n'est pas ce qu'on voit à la télé, évidemment. Nous accompagnons les journalistes et le but n'est pas de montrer la prospérité, c'est de montrer la détresse. Mais tout ceci a été détruit très rapidement. Je vous rappelle que le Hamas a fait un coup d'État. Le Hamas qui avait gagné les élections mais qui n'avait pas reçu le pouvoir a tout simplement, comment dirait-on, en vieux français, zigouillé tout le personnel de l'autorité palestinienne du Fatah. Les types ont été jetés des toits des immeubles, ont été égorgés, ont été traînés derrière des véhicules dans les rues, enfin une horreur. Et en l'espace de quelques semaines, cette bande de Gaza, 2005-2007, bascule dans l'État islamique. Les frères musulmans de la pure ligne du grand-père de Tarek Ramadan d'Égypte, un vrai État islamique avant ce qu'on a connu en Syrie et en Irak. Et à ce moment-là, plus de sources de revenus, on leur fait des propositions différentes, on leur impose de se couvrir, on leur impose le hijab, on leur impose le tchador, avec toutes sortes de primes pour ceux qui sont présents à la mosquée 5 fois par jour. Les gens reçoivent un salaire s'ils sont pratiquants, etc. Et on rentre dans l'État islamique. Donc, et là, la situation va basculer. Le fait qu'on ait quitté la région sans aucune forme d'accord m'a énormément inquiété. Non pas que les accords au Moyen-Orient, excusez-moi, soient toujours respectés, mais c'est quand même un cadre sur lequel on peut discuter, même si vous avez été témoin par vous-même avec l'accord 1701 au Liban, qui n'est pas notre sujet aujourd'hui, que malgré les promesses de Kofi Annan, la force de la finule n'a pas fait implémenter. On s'est retrouvé avec le Hezbollah à notre porte, mais un accord donne un cadre qui permet aussi d'intervenir. Je vous rappelle que nous avions quitté le Gush Katif parce qu'on a parlé des dépenses
considérable pour protéger les colons, entre guillemets, les habitants juifs de la bande de Gaza, qui étaient prêts à souffrir de ce terrorisme local qu'ils avaient sur les routes, qui a eu lieu dans les dernières années de leur présence. Ce coût par rapport à ce que nous dépensons aujourd'hui en bande de Gaza est nul et non avenant. Dans le plus grave moment de la bande de Gaza avant le désengagement, on avait quelques brigades qui étaient là-bas, ce qui coûtait plus cher qu'un simple bataillon du temps de ma jeunesse. Mais ce n'est pas du tout ce que nous connaissons aujourd'hui avec utilisation d'artillerie, d'armée de l'air, etc. Le Pour le problème, moment, Gilles, s'il te oui, plaît, pour le moment, on va faire une petite pause pour laisser la parole à Stéphane qui a un impératif à 21h15, il doit passer en parfait. direct. Donc, justement, on va rebondir sur, justement sur le fait que tu es donc arrivé au démantèlement, au désengagement et à ses premières conséquences directes pour laisser la parole à Stéphane. Merci beaucoup, c'était passionnant et tu continueras après, bien sûr. Merci. Stéphane, la parole est à toi. D'accord. Bonjour à tous, vous m'entendez bien là? Très bien. Alors, la question en fait qui se pose, c'est on a souvent coutume en Israël de dire que c'était une erreur de quitter le Gush Katif. Effectivement, tout ce que Guy a dit est exact, c'est-à-dire que la situation à un certain moment de l'histoire était bien meilleure qu'elle ne l'est actuellement. C'est un euphémisme. Et j'ai beaucoup aussi entendu ces histoires de juifs qui prenaient des cours d'auto-école à Gaza. Euh, le premier administrateur de Gaza juif a publié un témoignage où il expliquait que les maires de toutes les villes de Gaza, Der el-Bala, Khan Younes, Rafiah, Beit Hanoun, etc., venaient avec des fleurs à chaque inauguration d'implantation juive dans la bande de Gaza. On avait l'impression qu'il y avait une espèce comme ça de situation idéale de coexistence, de paradis comme ça en bord de mer. Et à certains aspects, c'est vrai que ça existait, c'est indéniable, mais justement, ça rend la question d'autant plus saillante. Pourquoi est-ce que si tout était aussi idéal, la première intifada a éclaté? Parce que la première intifada, éclate dans un contexte où effectivement tout a l'air très calme, où effectivement Gaza connaît une sorte d'âge d'or parce que elle se développe grâce aux revenus des dizaines de milliers de travailleurs qui vont tous les jours travailler en Israël et qui rapportent de l'argent à leur famille. Et d'ailleurs, c'est assez spectaculaire de comparer la construction à Gaza entre 67 et 87, entre ces 20 années, donc entre la guerre des 6 jours et la première intifada. Et on voit bien que la bande de Gaza est florissante. Et en même temps, on a ces témoignages donc, de coexistence des habitants de Gaza et même les gens de Sderot qui allaient manger leur poisson en bord de mer à Gaza. Maintenant, voilà, cette énigme, j'ai souvent posé la question aux gens de Gaza, et enfin, aux gens qui habitaient Gaza, aux gens du Gush Katif, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, ça a basculé dans ce qu'on a connu? Parce que c'est vrai que les accords d'Oslo, on va en parler, ont considérablement aggravé la situation, mais je dirais qu'elle s'est aggravée spontanément en 1987, donc en décembre je pense 87, ouais, c'est ça, avec donc cet accident de camion à Djebalia qui va tout de suite enflammer la bande de Gaza. Et ce qui est avéré, ce qu'on sait de façon certaine, c'est que ce n'est pas Arafat qui a déclenché ces émeutes, c'est des émeutes qui étaient complètement spontanées. Et Arafat, en fait, a essayé de rattraper le train de la révolte. Il y a réussi au bout d'un mois ou deux, mais il y avait une espèce de poudrière en fait qui demandait qu'à exploser à Gaza. Il y avait visiblement une colère parce que cette intifada était extrêmement difficile à mater. Rabin, à l'époque, a eu une phrase assez célèbre, il était ministre de la Défense, il a dit je vais leur briser les os. Mais on avait beaucoup de mal à maîtriser cette intifada qui s'est étendue en Cisjordanie, à Jérusalem, etc. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans la bande de Gaza. Il y avait un problème palestinien. Ce problème, évidemment, il n'était pas nouveau, parce que, comme l'a dit Gil, ça a toujours été une base d'attaque contre Israël depuis la création de l'État d'Israël. C'est pour ça qu'on a oublié aussi ce qu'était l'Israël de 67, avant la conquête des territoires, où tous les jours, quasiment, il y avait des attaques sanglantes qui étaient menées à la fois depuis la Gaza, mais aussi depuis la Cisjordanie vers le territoire israélien. Euh, mais effectivement, on aurait pu croire qu'avec l'occupation israélienne, avec le progrès
qui a été amené par les Israéliens, le progrès économique, les choses auraient pu s'arranger. Or, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est-à-dire que là, on a un phénomène extrêmement intéressant qui est très riche d'enseignements sur la façon dont on peut régler ce conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire que le progrès économique n'entraîne pas d'amélioration politique. Parce que, par exemple, il y a eu aussi plus tard un énorme progrès économique au moment des accords d'Oslo, où là, à la fois Gaza et la Cisjordanie ont été inondés de dollars. Et pourtant, ça a débouché sur la situation de violence extrême qu'on connaît de l'intifada, deuxième intifada de l'année 2000. Donc, on peut déjà tirer comme conséquence que le progrès qu'apportent les Israéliens, et ça, si vous voulez, c'est une grande leçon du sionisme, parce qu'Herzl aussi croyait à ça. Herzl croyait que, en amenant le progrès aux Arabes, c'était à l'époque une vision très coloniale comme ça, eh bien, les Arabes allaient accueillir les Juifs à bras ouverts. Ça ne s'est jamais passé. Il y a vraiment comment dire, un vrai distinguo, une vraie dichotomie entre la partie économique, c'est aussi le rêve de Pérez, qui on sait, a terminé dans des mares de sang d'un grand Moyen-Orient. Visiblement, ce n'est pas ça qui met fin au conflit. Alors, quand Gil, tu disais qu'il n'y avait pas de lien entre Gaza et Cisjordanie, c'est tout à fait vrai jusqu'en 1967. Parce qu'en 1967, jusqu'en 67, c'est deux territoires complètement séparés. Donc Gaza tourné vers l'Égypte, la Cisjordanie tournée vers la Jordanie. D'ailleurs, les mentalités ne sont pas les mêmes. On a d'un côté des gens de la montagne, de l'autre côté des gens de la Méditerranée. Les familles se connaissent relativement peu. En tout cas, elles sont séparées de toute façon par deux frontières infranchissables, c'est-à-dire par l'État d'Israël au milieu. Et donc, effectivement, elles vont vivre deux existences complètement autonomes. Mais après 67, justement, c'est l'époque où le sentiment national palestinien va se renforcer considérablement, parce que de par l'occupation de ces territoires par Israël et ce dont tu parlais, le lien, les communications qui vont être établies par les deux routes dont tu parlais, mais aussi, c'est encore plus important, par le droit. C'est-à-dire que le droit israélien, le droit de l'occupation, va unifier ces deux territoires, qui vivaient sous des droits complètement différents, l'une donc sur le droit égyptien, l'autre sous le droit jordanien, et d'un coup, les deux vont vivre sous le même droit, le droit de l'occupation israélienne. Et ça va créer un sentiment d'appartenance extrêmement fort, extrêmement puissant. Et je dirais que c'est à partir de là, alors l'OLP a été créé 3 ans auparavant, c'est vrai, mais je dirais que l'OLP n'aurait sans doute pas aussi bien réussi s'il n'y avait pas eu cette réunification quelque part au corps défendant d'Israël, mais tout de même cette réunification des deux territoires, donc à la fois géographique et aussi juridique. Et donc, à partir de là, de 67, va se développer, sans qu'Israël y prenne vraiment garde, un sentiment très fort national chez les Palestiniens. Euh, il y a beaucoup de communication entre les deux territoires, et aussi, il y a la montée en puissance des frères musulmans qui n'est pas nouvelle, parce que les frères musulmans, comme chacun le sait, ont été créés en Égypte. Et le Hamas n'est qu'une branche, une antenne vraiment directe des frères musulmans. Il y a énormément de communication entre les frères musulmans du Caire et les frères musulmans à Gaza. Là aussi, il y a donc une idéologie qui est quasiment contemporaine de la deuxième intifada, qui va beaucoup se développer dans la bande de Gaza à ce moment-là, et qui va se diffuser en Cisjordanie, parce que, encore une fois, les accès sont libres, les communications sont beaucoup plus faciles qu'auparavant, et donc va se cristalliser à ce moment-là un sentiment national auquel Israël va devoir faire face et qui est bien plus redoutable en fait que ce qu'il avait connu auparavant avec les pays arabes voisins. Et donc, comment dirais-je, cette intifada de 87, c'est ça. C'est d'une certaine manière le constat d'échec que tout ce que pourrait faire Israël en fait, pour développer les Palestiniens en fait, ne sert à rien au point de vue du conflit, au point de vue national. Et qu'ensuite, on a affaire, qu'on le veuille ou non, est-ce qu'on peut parler de peuple, est-ce qu'on peut parler d'entité? En tout cas, eux se définissent comme un peuple. Et on a affaire donc à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc à partir de ce moment-là, les Israéliens vont être désarmés. D'abord, c'est vrai que Rabin, c'est très intéressant l'archive que tu as montré. Rabin va avoir un discours très nationaliste et va dire Din Netzarim qui est Din Tel Aviv. C'est-à-dire en fait la loi de Netzarim qui était l'implantation la plus isolée en plein milieu de la bande de Gaza, presque de la ville de Gaza. La loi qu'on applique là-bas sera la même qu'à Tel Aviv. Et je pense qu'il est complètement sincère au moment où il le dit. C'est Sauf Sharon qui a dit que, ça, non? pardon, C'est Sharon qui a dit ça, il me semble. je sais pas, moi je crois que j'ai entendu aussi chez Rabin. Je crois que Rabin le disait D'accord. aussi. D'accord. Et il disait, il avait une autre phrase donc extrêmement chère, je crois qu'on en a parlé aussi, Yoël, il y a pas longtemps. Il disait, comment dirais-je, si on laissait une autonomie aux Palestiniens, ils lutteraient contre le terrorisme sans Bethléem et sans la Cour suprême. C'est-à-dire ils auraient une liberté. Donc on voit bien que chez Rabin, et chez d'ailleurs la plupart des travaillistes,
ce qui est un peu le mainstream travailliste, parce que c'est vrai que Pérez a une situation un petit peu radicale, extrême par rapport aux autres travaillistes, mais ce qu'on appelle donc les bitronistes, les travaillistes sécuritaires autour de Rabin, croient fermement que si on ne peut pas mater, et on a essayé de la mater, l'intifada, il faut dans ce cas-là donner une autonomie aux Palestiniens pour qu'eux-mêmes finalement fassent la loi chez eux. Et ça, c'est une idée qui en fait n'est pas propre particulièrement à la gauche. Là, on est au centre Begin. Et je pense qu'on peut pas, comment dirais-je, évacuer la responsabilité de Begin dans ce qui s'est passé en fait à Gaza. C'est qu'en fait, très logiquement, quand les accords de Camp David ont été signés, on sait qu'ils ont été signés sous haute pression des Américains et sous la pression d'un président qui était particulièrement anti-israélien. On a pu s'en apercevoir par la suite parce qu'il est devenu un soutien affiché du Hamas, Jimmy Carter. Euh, comment dirais-je, la logique aurait voulu que l'Égypte reprenne la bande de Gaza dans le cas des accords de Camp David, puisque c'était un territoire qui avait été occupé par l'Égypte jusqu'en 67. Israël, quand effectivement a conquis le Sinaï, a conquis aussi par le fait même la bande de Gaza, mais la logique aurait voulu que, puisqu'il y avait restitution du Sinaï, il y ait aussi restitution de Gaza. Or, Begin a accepté qu'il n'y ait pas restitution de Gaza et qu'en plus, il s'est engagé à donner une forme d'autonomie à la bande de Gaza. Donc, qu'est-ce que va faire Rabin quand il revient aux affaires en 92? Il va essayer de poursuivre en fait le plan de Begin. C'est-à-dire qu'il va dire on va donner une autonomie aux Palestiniens dans ce territoire-là, comme l'avait prévu d'une certaine manière Rabin. Ils géreront leurs affaires et nous, quelque part, on sera là pour chapeauter tout ça et pour leur prêter main forte pour lutter contre leurs extrémistes. Au début, comment dirais-je, Rabin n'est pas du tout favorable à un État palestinien. D'ailleurs, le mot d'État palestinien ne figure nulle part dans les accords d'Oslo. Et Rabin, je me suis entretenu souvent avec Neria, qui était donc son secrétaire militaire à ce moment-là, Jacques Neria, et Rabin insistait beaucoup pour qu'on mette ce qu'ils appelaient des lignes rouges, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas certaines limites dans ces accords d'Oslo. Or, qu'est-ce qui va se passer et là, c'est la pleine responsabilité, bien sûr, d'Israël Rabin, ce que sans doute Shamir et Begin n'auraient pas fait, c'est que Rabin va accepter qu'Arafat revienne à Gaza. Or, Arafat, lui, a une vision très claire de ce qu'il veut, c'est de créer un État palestinien à Gaza et en Cisjordanie dans un premier temps, pour ensuite pouvoir porter les stockades à Israël. Ça, il le dit dans tous ses discours, il s'est attesté par tous ses conseillers, etc. Et alors, Rabin va être peut-être pas naïf, mais disons sourd à un certain discours que va apporter Arafat. Je suis en train de lire un livre là, sur les accords d'Oslo. On raconte que on vient dire à Nahum Barnea, qui était un petit peu le porte-voix du gouvernement dans Ayut Saharonot, qu'il y a une traduction d'un discours d'Arafat où il appelle explicitement à la guerre totale contre Israël après les accords d'Oslo. Et Barnea n'a pas voulu le publier parce qu'il a dit ça va être utilisé par les ennemis de la paix. Enfin, il y avait une espèce comme ça d'aveuglement que Rabin a partagé. Et donc, cette base qu'Arafat va avoir à Gaza, ça va changer radicalement le conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire qu'à partir de là, il va vraiment posséder un territoire. Donc, c'est la fameuse théorie du cheval de Troie, c'est-à-dire il va, ou du règlement par étapes, comme disent les Palestiniens, il va se servir de ce territoire pour mener une guerre contre Gaza. Alors, il a lutté plus ou moins vigoureusement contre le Hamas, qui commettait beaucoup d'attentats dans les années 90, mais globalement, il va laisser quand même prospérer aussi les islamistes, avec qui il a des rapports toujours ambigus, mais qui ne sont pas foncièrement des rapports d'hostilité totale, parce qu'il sait s'en servir quand il a besoin. Et surtout, il va insuffler l'idée que la bande de Gaza maintenant est un territoire autonome, que la Cisjordanie doit aussi le devenir évidemment, mais en tout cas Gaza, donc on parle de Gaza, est un territoire intégral et qu'il n'y a aucune raison finalement qu'il y ait le maintien d'une présence israélienne quelle qu'elle soit. Et c'est vrai que quand on regarde avec le recul, le maintien d'implantation de 7000 ou 8000, je ne sais pas combien tu disais Guy, 8900 juifs au milieu de Gaza ne fait aucun sens. Dès lors qu'il y a une autorité palestinienne qui prend de plus en plus de pouvoir et qui, dans sa vision, va vers un État indépendant, un État souverain. Et c'est vrai que on comprend mal la logique du maintien de ces implantations dans le cadre des accords d'Oslo, même si Rabin a toujours dit qu'il maintiendrait ces implantations, etc. Mais on arrive dans un système complètement illogique, qui est d'ailleurs complètement illisible pour la communauté internationale. Parce que pour la communauté internationale, dès lors qu'il y a un État palestinien, il n'y a plus de raison de maintenir des implantations sous souveraineté israélienne. D'ailleurs, tu parlais, Gil, des 3 implantations du Nord. Je ne sais pas si tu as connu Avi Farhan, qui était un ancien des implantations du Sinaï. Et lui, il avait été voir Sharon au moment du désengagement et il lui avait dit
laisse-moi vivre sous souveraineté palestinienne, ne détruis pas ces implantations, je resterai libre sous souveraineté palestinienne. Et bon, évidemment, Sharon lui a rayonné parce que ça paraissait complètement exclu. Et là, on touche quelque chose de vraiment fondamental dans le conflit israélo-palestinien. Je pense que c'est central parce que ça touche aux valeurs. C'est-à-dire que il n'a jamais été question, et même du point de vue israélien, c'est quelque chose qui était complètement intégré, c'est qu'il n'a jamais été question qu'il y ait le maintien d'une présence juive sous souveraineté palestinienne. Alors même qu'il y a à l'époque, il y avait 1,5 million, maintenant 2 millions de Palestiniens qui vivent sous souveraineté israélienne, des Arabes israéliens. On a toujours considéré que d'avoir des Palestiniens des Israéliens sous souveraineté palestinienne, c'est quelque chose d'aberrant. Et donc, qu'il fallait créer une espèce de Judenrein s'il y avait une autonomie palestinienne. Ce qui s'est passé, donc, parce que Sharon a été au bout de cette logique en 2005. Alors, il y a eu on a eu l'occasion déjà d'en parler ici, il y a eu beaucoup de théories du complot sur la raison pour laquelle Sharon, qui était effectivement l'artisan, on va dire le bâtisseur de ces implantations, pourquoi est-ce qu'il s'est retourné subitement en 2005 et il les a démantelées? D'abord, Sharon n'a jamais bâti des implantations par idéologie. Il les a bâtis pour des besoins sécuritaires à chaque fois. Il s'en est jamais caché. Euh, et ensuite, à ce moment-là, donc en 2005, la sécurité des implantations n'était pas rentable, si on peut dire. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cher, beaucoup plus dangereux. Je crois qu'on dit à un moment qu'il fallait 3 soldats pour un habitant du Gush Katif. Donc, au niveau stratégique, ça ne présentait plus aucun intérêt pour Sharon. Et c'est pour ça que Sharon s'est retiré. C'est pas du tout pour faire plaisir à son fils qui a été condamné d'ailleurs pour la suite. On saura bien sûr parce que voulait faire Sharon, mais le plan était quand même assez clair. Il est d'ailleurs soutenu par certains rabbins du sionisme religieux, notamment le Rav Bin Noun. C'était ce qu'on appelait la Itkatsut, c'est-à-dire de rassembler les implantations dans des blocs, c'est-à-dire justement d'aller contre cette logique du Gush Katif où ces implantations étaient perdues comme ça dans des masses des agglomérations palestiniennes, mais de les regrouper. On pouvait, je crois, selon les calculs de l'époque, regrouper 80 ou 90% des gens des implantations dans à peu près 20% du territoire de la Cisjordanie, et de façon unilatérale parce qu'ils savaient que les Palestiniens ne l'acceptaient pas. Et quand tu dis, Gil, qu'il n'a pas fait d'accord, c'est à dessein. Pourquoi Sharon n'a pas fait d'accord? Parce que c'est vrai, effectivement, il aurait pu dire je, je, je m'assois avec Mahmoud Abbas, qui était déjà donc président de. C'est déjà loin, mais il était déjà président de l'autorité palestinienne, et je conclus un accord. Mais s'il avait fait ça, Abbas aurait tiré tout le crédit de ce retrait. Or, ce que voulait Sharon, c'est que le Hamas tire le crédit de ce retrait. Pourquoi? Ça, c'est une vieille stratégie de la droite israélienne. C'est pour diviser le mouvement national palestinien. Et ça a très bien marché. Parce qu'effectivement, tu le disais, un an plus tard, il y a eu des élections. C'est pas du tout un coup d'État que le Hamas a fait, c'est l'inverse. C'est l'autorité palestinienne qui a fait un coup d'État. Le Hamas a récolté 75% des voix dans des élections parfaitement démocratiques avec observateurs internationaux. Il a récolté 70% des voix à Gaza et je crois environ 45 entre Gaza et la Cisjordanie. Et, la communauté internationale a refusé, sous pression donc américano-israélienne, a refusé cette victoire du Hamas. Ça, c'est les dénis de démocratie qu'on a eu en Égypte. Enfin, à chaque fois que les islamistes sont présents au pouvoir, évidemment, ils ont gagné. Et ça n'a jamais été accepté. Je ne prends pas du tout de jugement là-dessus, hein, mais c'est un fait. Et donc, c'est ce qui s'est passé ici. Donc, la CIA fomentait un coup contre le Hamas quelques jours avant que le Hamas ne déclenche ce coup d'État, enfin, je t'appelle le coup d'État, finalement, ce coup de force contre l'autorité palestinienne en juin 2007. Et donc, il a pris le pouvoir de façon totale dans la bande de Gaza. Et là, on arrive directement au 7 octobre. C'est-à-dire qu'en fait, dans cet intermède, 2007, 2012, 2022, 23, pardon, donc dans ces 16 ans où le Hamas a contrôlé complètement la bande de Gaza, on l'a très bien vu dans la politique de Netanyahou, qui était au pouvoir quasiment tout seul pendant tout ce temps-là, la situation faisait l'affaire d'Israël. Il faut être très clair là-dessus. C'est pour ça qu'on reproche à Netanyahou d'avoir permis de financement du Hamas par le Qatar, mais tout le monde était d'accord avec ça, à part peut-être Lieberman. Mais en Israël, ni la gauche, ni la droite, ni Bennett, ni, comment dirais-je, Edelstein ou qui on veut au Likoud, n'a contesté cette politique. Je veux dire, c'est un fait absolu. C'était l'idée, justement, dans le prolongement de Sharon, que c'est un peu comme disait Mitterrand sur l'Allemagne, j'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux. Là, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire qu'Israël était très content qu'il y ait deux Palestines. J'ai réalisé
un long reportage pour Arte qui s'appelle Les naufragés des deux Palestines. C'est sûr que là, on est retourné à la situation d'avant 67, où les deux peuples vivaient deux existences complètement différentes, donc n'ont plus les moyens vraiment de s'unir politiquement, et c'est un fait, ils sont même rivaux, ils se font la guerre, etc. Et on estimait voilà, que une bande de Gaza plus ou moins sous contrôle, avec de temps en temps des échanges de roquettes qui étaient assez peu meurtriers pour Israël, c'était une situation tout à fait vivable. Jusqu'à la surprise de 2022, qu'absolument personne, et vraiment moi le dernier, n'a pu anticiper, alors même que quand on regarde ça avec le recul, c'était complètement évident. C'est-à-dire que le Hamas n'a mobilisé ses ressources quasiment que pour faire la guerre à Israël. Et ce qui est très intéressant, ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que oui, il y a eu aussi un développement économique. Parce que le Hamas n'a pas fait que construire des tunnels, il a aussi développé économiquement, enfin en tout cas, on va dire distribuer un peu la manne qataro-européenne qui se déversait sur Gaza. Et moi, j'ai fait des reportages pour Arte où j'ai montré ces hôtels merveilleux, ces centres commerciaux, ces malls, enfin, je veux dire, absolument fascinants qu'il y a dans Gaza. Et maintenant, j'ai vraiment rigolé, enfin, jaune. J'ai vu un interview de Filiu, grand ami d'Israël, comme chacun sait, dans Le Monde, qui disait Gaza est passé d'un oasis de prospérité à l'enfer sur terre, quelque chose comme ça. Mais alors, combien de fois on a entendu parler de la prison à ciel ouvert, de ce camp de concentration avant 2023? Et maintenant, non, c'était un îlot de prospérité, mais oui, ça l'était. Et surtout, et ce qui est aussi très intéressant, du point de vue du règlement final du conflit, on a vu que ce n'était pas du tout une prison à ciel ouvert, que le Hamas faisait entrer absolument ce qu'il voulait dans la bande de Gaza. Bien sûr, ces tonnes de ciment, mais aussi des instructeurs et ces combattants sortaient pour les se former à l'étranger, etc. Donc bon, il y avait quasiment, on va dire, aucun contrôle israélien. On l'a bien vu après. On m'a même dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il y avait quasiment une autoroute qui avait été creusée sous l'axe de Philadelphie, du côté de Rafah. Donc voilà, voilà, on a en fait là eu tous les cas de figure. C'est-à-dire qu'on a eu Gaza sous occupation égyptienne. C'était les Fedayoun, les infiltrations, etc. On a eu Gaza occupé par Israël. Entre 67 et 87, c'était la prospérité qui a débouché sur la première intifada. On a eu Gaza sous souveraineté, on va dire mixte, avec un maintien des implantations et comment dirais-je, l'autorité palestinienne, c'était des morts sans arrêt. Enfin, on se rappelle tous, par exemple, de la famille. Tu vas m'aider, Guy, là, le nom m'échappe, là, le père avec enfin, les quatre filles. Atouel, Ouais, Fat Atuel, Atwell, non, Atuel. Atwell. Atwell, la absolument. mère. Là, on est dans un moment où il y a encore une présence massive de l'armée israélienne. Donc, il ne faut pas non plus embellir trop cette période de l'occupation israélienne qui était aussi une période extrêmement dure. Il y a beaucoup de gens du Gush Katif qui disaient après à mot couvert qu'ils ont été soulagés quand ils ont quitté cet endroit parce qu'ils ont pris, je crois, 4000 roquettes, alors qu'il y a 7000 habitants, quoi, sur une période de 4 ou 5 ans, entre 2000 et 2004. Donc, c'était une situation complètement intenable. Et là, on est arrivé je vais faire très vite parce que je vous retrouve tout à l'heure, hein, mais je vais m'absenter quelques 5 ou 6 minutes. On est arrivé à une nouvelle configuration. Qu'est-ce que va devenir en fait la bande de Gaza? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Puisqu'on a tout essayé, puisque rien ne marche, puisqu'il y a visiblement là-bas une hostilité radicale à Israël, même si Israël vient faire ses courses là-bas, quelle est la solution? Et cette solution, je comprends et j'entends, hein, elle angoisse beaucoup de monde en Israël, notamment les gens du pourtour. Je parlais avec des gens de Niroz qui, eux, ont cru à la coexistence, qui ont cru qui allaient conduire les gens de Gaza à l'hôpital, etc. Je veux dire, c'est les plus désarmés, je pense, et sans doute peut-être aussi on les comprend, les plus en colère. Et pourtant, en fait, il semble se dessiner une nouvelle réalité à Gaza qui n'a plus rien à voir finalement avec tout ce qu'on a pu imaginer avant. Et quand j'en parle, alors souvent, parce qu'on me demande comme ça, qu'est-ce que va devenir Gaza? Et je dis quel est le plan israélien pour Gaza. Et on me dit, oh là là, mais ça, c'est pas possible, c'est contre les droits de l'homme, c'est contre le droit international. Donc je vais, si vous voulez, vous livrer ça de manière la plus brute possible, et chacun se fera son opinion, mais c'est ce qui est en train de se passer. Regardez par exemple, ça a été publié dans Le Monde, une photo de Khan Younes, qui était la deuxième ville de la bande de Gaza. Regardez Khan Younes il y a un an, regardez Khan Younes maintenant. Khan Younes n'existe quasiment plus. A été quasiment entièrement rasé. C'est le cas de Rafah aussi également au sud. C'est le cas de Bet Hanoun au nord. J'ai vu un reportage saisissant à la télévision française où il y a une famille qui était réfugiée dans le sud, qui revient à Bet Hanoun dans le nord. Et elle ne reconnaît même pas les rues. C'est-à-dire qu'on peut même plus s'orienter tellement que ça a été détruit.
Et la grand-mère regarde par la fenêtre et dit, ma fille, je balade. Il n'y a plus de pays. Le pays a disparu. Et ça, c'est une réalité incontournable, objective, sur laquelle vraiment je m'abstiens de porter le moindre jugement. C'est juste une description. Il y a eu une destruction, je veux dire, après le 7 octobre, le choc a été tel qu'il y a une espèce de consensus silencieux non dit en Israël pour changer complètement la situation de la bande de Gaza, qui sera donc d'évidence beaucoup moins peuplée qu'elle l'a été, parce qu'il n'y aura tout simplement plus où habiter. Il y a déjà 10% de la bande de Gaza qui a quitté le territoire, environ 300 000 personnes, donc c'est même plus que 10%. Il y a des plans qui sont maintenant quasiment sur la table pour avoir une immigration beaucoup plus massive vers au moins 3 pays, je crois la Libye, l'Indonésie. J'ai pas la liste là sous les yeux, mais il y a plusieurs pays, je pense, voilà, qui sont montrés. Et donc, il y a cette fameuse histoire de Riviera de Trump dont on a beaucoup rigolé, mais c'est un projet absolument sérieux qui s'inscrit en fait dans le projet de l'IMEC, Indian Middle East Corridor, qui est en fait une voie concurrente des nouvelles routes de la soie chinoises. Vous savez, ces enchaînements comme ça de voies ferrées et de ports à grande capacité. Et donc, c'est une voie qui va être tracée depuis l'Inde jusqu'à l'Europe en passant par Israël. Et jusqu'à présent, on pensait qu'en fait, Haïfa serait le port d'arrivée de cet axe en Israël. Or, il s'avère maintenant que Trump miserait sur Gaza, parce que Gaza, en fait, a plus de place. C'est un littoral de 40 km de long et qui pourrait très bien convenir à ce genre d'infrastructure. Donc, on s'achemine vers ça. Les Émirats arabes unis ont déjà considérablement investi dans Gaza et dans une vision, bien sûr, économique, mais ça, on peut dire que ce n'est pas différent de ce qu'a fait le Qatar. Mais là, il y a quelque chose de complètement nouveau dans les Émirats arabes unis, c'est qu'il y a également une dimension culturelle politique. C'est-à-dire qu'en fait, les Émirats arabes unis disent, nous, je vais devoir vous laisser, si on reconstruit la bande de Gaza, ce n'est pas pour que ça recommence dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 20 ans. Il faut d'une certaine manière, je mets des grands guillemets, dénazifier la bande de Gaza. C'est-à-dire qu'il faut reprendre l'éducation des enfants, les médias, tout ce qui a accompagné en fait cette culture de la mort et de la destruction d'Israël, il faut s'en défaire. Et donc, comment dirais-je ouais, salut, ouais, 2 minutes. Et donc, les plans sont sur la table. Je ne sais pas quelle va être la réaction de la communauté internationale. Ce que je vois, c'est que tout ça se deal en fait entre Trump, Israël et les Émirats arabes unis et peut-être demain l'Arabie saoudite. Et j'ai l'impression que l'Europe n'aura pas vraiment voix au chapitre. Et que c'est cette solution en fait qui sera imposée à Gaza. Alors je réponds à toutes les questions s'il y en a et je reviens en 5 minutes. Hein. À tout de suite. À tout de suite, Stéphane. On est bon. Gilles, si tu veux réagir, ajouter quelque chose. D'abord, l'analyse de Stéphane, je m'y adjoins. Peut-être que ici et là, il y a sur quelques nuances. Je voudrais revenir un petit peu sur quelques points parce que la surprise, le choc vu d'Israël, et là, je parle euh, de l'époque où j'habitais juste collé à la barrière de Gaza, mais côté israélien, pas côté, donc en voisinage. Le choc du 7 octobre est un choc colossal pour tout celui qui s'intéresse à la culture euh, de la région, à la culture arabe, à la culture musulmane. Une étape a été franchie. Le pays a été violé. Des populations, des combattants et des populaces ont envahi le pays et ont commis des crimes extrêmement affreux. Et d'un coup, on peut dire que il y a eu un réveil. Stéphane parlait, Stéphane et moi, nous sillonnons la région en permanence, aussi bien avec des officiels qu'avec des équipes de journalistes et autres. Et on a fait des rencontres étonnantes. L'autre jour à Be'eri, un ancien commandant de l'armée qui habite au kibbutz euh, et qui me dit une phrase surprenante, alors que là on parle vraiment d'une gauche de dialogue. Il faisait partie de ces gens qui accompagnaient les Palestiniens avec le cancer à l'hôpital de Tel HaShomer dans leur propre voiture. Il les emmenait, il les ramenait. Et il m'a dit, pour moi, il y a un avenir que si de ma fenêtre, je vois la plage. S'il voit la plage, ça veut dire qu'il n'y a plus Sadjarieh, il n'y a plus la ville de Gaza, il n'y a plus Dir el-Balah, il n'y a plus rien. Et donc, je voudrais m'arrêter un petit peu sur le point, comment on est arrivé à cette chose-là. Parce que je vous rappelle que
en parallèle à ce qui s'est passé euh, le 7 octobre, donc le jour de Simchat Torah, qui est devenu un jour de désastre pour Israël, on a pu assister ces derniers mois à des victoires complètement surprenantes d'Israël dans le domaine du renseignement, dans capacité militaire, capacité de pénétration, retour à la dissuasion. Regardez ce qui s'est passé au Liban avec la destruction, pas totale, mais majeure de la force combattante du Hezbollah et des structures de commandement. Regardez bien la pénétration en Iran qui est arrivée à des résolutions. On ne pourrait même pas faire de film là-dessus. C'est tellement impressionnant. L'histoire, ça avait commencé par l'histoire des bipères. Regardez bien ce qui s'est passé avec les batteries anti-aériennes iraniennes. La menace iranienne était autrement effrayante pour les Israéliens que la menace de Gaza. Et donc, il faudrait un tout petit peu démonter qu'est-ce qui s'est passé chez nous. Parce que si on veut nous tourner vers ce que propose Stéphane, et je pense que ce qu'il propose n'est pas dénué de sens, bien au contraire. Alors, il faut se rappeler plusieurs choses. Premièrement, lorsqu'on a donné la bande de Gaza ou laissé la bande de Gaza à l'autorité palestinienne et puis ça a basculé à Hamas, on a arrêté de l'observer. Et là, on devrait parler un petit peu du monde du renseignement. Comment on obtient du renseignement? Comment on sait ce qui se passe de l'autre côté? Il n'y a pas de différence fondamentale entre le renseignement militaire et le renseignement civil d'une police qui veut savoir où se trouve la pègre, qui sont les trafiquants de drogue, etc. Les petits poissons mènent aux grands poissons, etc. Cette idée que le Hamas n'était plus intéressé à la guerre, qu'il était dans un confort économique, c'est une idée qui a traversé toute la classe politique israélienne, comme l'a dit Stéphane, aussi bien la gauche que Netanyahou personnellement, sauf Lieberman. Et c'est vrai que Lieberman a démissionné quand il était ministre de la Défense en 2014, quand il a informé Netanyahou de la quantité de tunnels qui existait déjà en 2014, qui était à peu près un tiers de ce que nous avons aujourd'hui, à peu près un tiers. Et Netanyahou n'a pas voulu continuer la guerre de destruction de ces tunnels, n'a pas voulu bloquer l'axe Philadelphie et déconnecter la bande de Gaza physique d'un soutien vicieux à double jeu de l'Égypte. L'Égypte, c'est une relation très particulière. On a fait la paix avec l'Égypte. On a fait une paix très spéciale, une paix un peu fautive de paix contre territoire. Mais la chose qui est importante, c'est que cette Égypte-là, qui combat les frères musulmans, c'est aussi l'Égypte qui a approvisionné la bande de Gaza. Maintenant, un chiffre qui est important, 500 km de tunnels. Il s'agit à peu près de la taille du métro de New York, plus le métro de Londres, plus le métro de Paris. Des entreprises qui ont été construites en un siècle. Et tout ceci a été construit dans la bande de Gaza. Chacun d'entre nous a fait un jour un trou dans le sable, à la plage, et vous avez vu qu'est-ce que c'est de faire 1 mètre cube de sable et le déplacer. On a tout de suite un tas qu'on ne peut pas cacher. Alors comment est-ce possible qu'on n'ait pas observé tout ça? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, le renseignement, dans cette époque-là, on est rentré dans une période de technologie. C'est l'époque où aussi bien au service de sécurité intérieure que dans les services de sécurité extérieure et du renseignement militaire à Amman, on a décidé de passer à des technologies d'observation en tout genre, d'écoute, d'électronique, mais on a oublié cette chose importante qui est ce qu'on appelle le renseignement humain. Et le renseignement humain ne peut exister que quand les populations sont mêlées, quand il y a une activité commune. Cette barrière qui s'est faite entre nous et la bande de Gaza, on peut soutenir ou pas les villages qui étaient là-bas, doivent-ils y avoir des colonies, mais le fait que juifs et palestiniens, israéliens et palestiniens travaillent ensemble permet de créer cette toile qui nous permet d'arriver à l'information qui nous intéresse. L'information qui nous intéresse, c'est l'intention de l'ennemi, de celui qui est de l'autre côté et qui n'est plus ami. Son intention, on ne peut pas l'avoir par électronique. À partir du moment où, en 2012-2013, le Hamas arrête pratiquement l'usage de toute forme d'électronique, où nous leurre
en n'utilisant pas les tablettes et les portables et les téléphones pour toute une série d'activités, qui se met à travailler exactement à la méthode Bin Laden. Ça veut dire un petit papier griffonné qu'on donne à un gamin de 7 ans qui va le transmettre dans 5 jours ou 7 jours ou 10 jours à une mamie qui se trouve dans un village. Elle sait qu'elle doit le donner à son fils. Aucune empreinte, aucune activité ne peut être marquée par ce qu'on appelle le SIGINT, le signal électronique. Et le service de sécurité intérieure, le Shin Bet, a coupé complètement les ponts avec la bande de Gaza au niveau du renseignement humain. Et ceci a permis donc au Hamas de se renforcer. Comment se fait-il qu'avec l'observation, avec les unités comme 9900, 8200, on n'ait pas su observer le creusage de ces tunnels? Et comme le disait Stéphane, n'oubliez pas que ce double langage, le Hamas a toujours été très clair sur ses intentions. Et à plus forte raison, le djihad islamique dont on ne parle pas tellement ce soir, mais qui représente quand même un tiers de la force du Hamas et qui, lui, est en lien direct avec le Liban. Tout ça nous a permis d'assister à un retour de balancier. Le Hamas va utiliser chacun des employés palestiniens qui traversent la bande de Gaza pour travailler en Israël tous les jours. Il y en a quelques milliers, 10 000, 12 000, 15 000. Chacun devient un petit agent collecteur d'informations, et il va y avoir un énorme travail qui va être fait, un travail d'écoute chez eux. On a retrouvé des documents étonnants et un planning étonnant. La conception, l'état-major de l'armée israélienne, à l'écoute des politiques qui les dirigent, s'aligne probablement. Je ne sais pas, ça ressemble un petit peu à une grande entreprise où vient un nouveau chef d'entreprise avec une nouvelle idéologie, et les cadres supérieurs qui restent sont les cadres qui vont se plier à la nouvelle ligne, ou alors ils s'en vont. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et cette confiance et dépendance totale aux technologies et déconnexion totale avec l'unité 504 ou le Shin Bet des sources humaines font qu'on s'est retrouvé complètement déconnecté d'informations. Pendant l'opération qui va suivre octobre, on a retrouvé énormément de documents et en fin de compte, tout était parfaitement planifié. Il y a eu sûrement des leurres qui sont venus de la part des Égyptiens, mais si nous, en Israël aujourd'hui, ne sommes pas capables d'étudier où ont été les faiblesses, que s'est-il passé avec la branche des renseignements du Sud, de l'état-major sud de l'armée israélienne? Que s'est-il passé au niveau de la division qui dirigeait le contrôle de la bande de Gaza de l'extérieur? Que s'est-il passé avec les unités qui sont là pour écoute, pour que l'on puisse comprendre où est l'erreur? Nous avons travaillé en faisant la guerre précédente, et eux sont passés déjà à une autre étape. Donc pour réussir cette opération, que propose Stéphane, et j'espère que c'est la bonne direction, ça veut dire dépeupler en partie, donner un avenir pour les gens qui veulent être là. Il faudra aussi faire, il y a eu 2 organisations en Israël qui ont fait un travail colossal, personne ne les a écoutées. Une organisation qui a lu la presse arabe, tout ce qu'on appelle le renseignement ouvert, et ont publié en permanence ce qui sortait de la bande de Gaza, sans recevoir beaucoup d'écoute. C'est la fameuse agence qui s'appelle Memri. Et puis, on a eu une autre ONG extraordinaire qui analyse les livres d'école. Et là, il faut regarder le côté subversif de ce qui s'est passé avec l'ONU, avec la communauté européenne, avec l'Office européen pour le développement. On trouve des livres d'école, des manuels scolaires, où on enseigne une haine qui ferait pas honte à Goebbels. Comment se fait-il qu'Israël n'a pas su, par le biais de ses affaires étrangères, par le biais de la relation internationale, s'assurer que la nouvelle génération, il y a quand même une chose étonnante qui a lieu et qui m'étonne. Comment se fait-il que je puisse croiser des amis âgés de la bande de Gaza, mais qu'on n'a pas d'amis chez les jeunes? Chez les jeunes, on sent la haine. Alors que ces gens-là ne nous ont jamais vus jusqu'au 7 octobre. La nouvelle génération, après les accords d'Oslo, donc de 1994, n'a jamais croisé un Israélien. Et donc, il était logique, comme en Europe, de l'après-guerre, mes parents, ma maman ne laissait rien rentrer d'allemand à la maison, mais moi qui n'ai pas connu les souffrances, j'ai été plus enclin à aller visiter l'Allemagne. Comment se fait-il que ce phénomène a été inverse avec la bande de Gaza, et ce, uniquement par l'éducation islamique qui a été sponsorisée par l'Europe, les États-Unis
la communauté internationale par le biais de l'ONU sans supervision d'Israël. Donc on a des challenges qui sont importants. Bien, merci beaucoup. C'était très, enfin, on n'a pas fini, mais les deux interventions étaient très, très intéressantes. En tant que représentant du centre Begin dans cette soirée, je voudrais faire je m'autorise un droit de réponse par rapport aux propos de Stéphane concernant Begin. Ce qu'a fait Begin avec Gaza lors des accords du Camp David, c'était pas une erreur du moment, c'était sa profonde conception des choses, puisque depuis toujours, il a toujours considéré Gaza comme faisant partie de la terre d'Israël, ce qui n'était pas le cas selon lui du désert du Sinaï, de la péninsule du Sinaï. Dès 1956, quand Israël a conquis pour la première fois la bande de Gaza et une partie du Sinaï, c'était la campagne de Suez, Begin s'était farouchement opposé à ce qu'on rende, à ce moment-là, il s'était opposé même à ce qu'on rende le Sinaï parce qu'il n'y avait aucun retour et on ne recevait rien en retour de l'Égypte. Mais en ce qui concerne Gaza, il était intransigeant. Il considérait Gaza comme faisant intégralement partie de la terre d'Israël. Et donc, c'est pas que lors de Camp David, c'est pas qu'il a accepté de garder Gaza, c'est qu'il a refusé de le donner. Ça veut dire même si Sadat l'aurait exigé, je crois qu'il ne l'a pas fait parce qu'il connaissait la complexité de ce territoire et de cette population. Mais même si Sadat l'avait exigé, Begin n'aurait pas cédé sur ça, comme il n'a pas du tout cédé sur la Judée-Samarie, ce que Sadat voulait au départ des négociations. Sadat voulait que l'accord de paix entre Israël et l'Égypte passe aussi par le règlement du problème palestinien. Et deuxièmement, sur l'autonomie, l'autonomie de Begin n'est pas la même que l'autonomie prévue par Rabin. Begin ne prévoyait pas du tout une autonomie territoriale et sécuritaire. Begin parlait du fait que les Arabes de Palestine, puisqu'il n'appelait pas les Palestiniens, il disait toujours les Arabes de Palestine, pourraient s'autogérer au niveau de la culture, de l'éducation, etc. Mais pour lui, la sécurité, la police, l'armée, tout ça, tout le côté sécuritaire devait rester entre les mains d'Israël. Donc, c'était une précision importante que je me suis permis de faire. J'ai une question pour toi. Parce que ce que tu dis sur Begin est parfaitement exact, mais alors je pose la question. On a pu le lire en entrefilé dans l'intervention de Stéphane. Si Begin voyait, ce que je crois, dans la bande de Gaza, une partie intégrante de la terre d'Israël, pourquoi ne l'a-t-il pas nationalisé comme le plateau du Golan en 82? Alors, Pourquoi lui laisser un statut d'administration militaire? Il est probable que, regarde bien, les événements que nous suivons de très très près sur le plateau du Golan, et nous y sommes souvent, et on rencontre les populations locales, regarde bien ce qui s'est passé. La population du Golan, qui a été prise par Israël en même temps que la bande de Gaza en 67, a refusé les cartes d'identité israéliennes dans un premier temps, pendant pas mal de temps, parce que elle avait devant elle l'exemple de retrait de territoire de Begin. Ça veut dire le problème profond de Begin, c'est qu'il a adopté cette ligne qui a surpris plus d'un, moi le premier, dans la ligne classique de Begin et dans tous les slogans que nous avons connus, on ne pouvait pas imaginer que l'on propose autre chose que paix contre paix. Si le plus fort propose au plus faible une paix équitable, c'était la chose logique. Et il a accepté un scénario qui était peu connu à l'époque. Shalom Arshav était un petit mouvement à l'époque qui a été paix contre territoire. Cette chose-là nous porte un énorme problème. Je t'ai croisé, je crois, il y a un mois au centre Begin lorsqu'on a fait cette soirée extraordinaire sur Shamir. Euh, sur, sur cette chose-là, il était intraitable. Et Yossi Ben Aaron, son chef de cabinet, peut mentionner tous les détails et tout ce qui s'est passé avec Madrid. Paix contre territoire nous met à nous, avec un petit territoire, dans une situation quasi
quasi invivable. Et donc, la ligne de Begin, c'est dur à savoir. De certains échos de Camp David, on sent énormément la pression de Sadat sur Carter. Carter ne nous aimait pas. Sadat devait revenir avec un acquis. Et je te rappelle que l'acquis qu'il a reçu, c'est tous les territoires du Sinaï, mais aussi à Ashdod, un mémorial pour le soldat égyptien qui est tombé en allant détruire Tel Aviv. Ça veut dire que Begin avait accepté de leur donner un crédit moral pour que vraiment une ambiance de paix. Et nous, on a quand même le sentiment qu'on lui a un petit peu forcé la main pour prendre la bande de Gaza, même s'il s'y sentait une attache. Mais cette chose-là, elle va aussi en delà du Jourdain, l'attachement de Begin pour des terres où étaient installées des tribus d'Israël il y a 3000 ans, euh, sur du territoire qui est aujourd'hui jordanien. La question de la souveraineté, ce qu'il a fait au Golan et ce qu'il n'a pas fait en Judée-Samarie et à Gaza, la question a été soulevée lors des accords de Camp David. Disons que c'est la seule concession qui a été prête à faire Begin, c'est de laisser justement cette question de la souveraineté en suspens, du fait que ces deux territoires étaient peuplés, contrairement, enfin, c'est vrai qu'il y a une population dans le Golan, mais pas aussi importante en Judée-Samarie et à Gaza. Et donc Begin a fait cette concession de laisser cette question ouverte, mais en aucun cas pour aller vers une autre souveraineté que la souveraineté israélienne. Donc, et en ce qui concerne la paix contre les territoires, donc comme je l'ai dit au départ, Begin, de principe, n'a jamais été opposé à faire la paix contre les territoires. Mais il a toujours été opposé à faire la paix contre les territoires qui font partie de la terre d'Israël. C'est-à-dire, comme je l'ai dit en 56, lors de la campagne de Suez, il était prêt il a même exigé au gouvernement qui était prêt à rendre le Sinaï de ne le faire qu'en contrepartie de quelque chose. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il exigeait dès 56 un accord de paix avec l'Égypte. Et comme on sait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu, entre-temps, jusqu'aux accords de Camp David, il y a eu encore deux guerres contre l'Égypte qui ont fait beaucoup de morts des deux côtés. Et en ce qui concerne les gestes aussi qu'il a fait envers l'Égypte, Begin, en tout cas Begin, Sadat peut-être, mais Sadat on ne le sait pas vraiment, puisqu'en plus il a été assassiné peu de temps après. Mais en tout cas, Begin visait, on est habitué aujourd'hui à ce que la paix entre Israël et l'Égypte soit ce qu'on appelle une paix froide, mais ce n'est pas ce que visait Begin. Begin visait une paix des peuples, c'est-à-dire une paix avec des échanges d'étudiants, etc. Tout ce qu'inclut une paix entre des peuples. Et donc c'est pour ça, je pense qu'il a été prêt à faire ces gestes symboliques envers l'Égypte. Et malheureusement, ça a été interrompu donc par l'assassinat de Sadat et par la venue au pouvoir, l'arrivée au pouvoir de Moubarak, c'est lui qui en fait qui a installé cette paix froide. Stéphane, si tu veux réagir à... Ouais. Merci Est-ce beaucoup, que Yoël, c'est extrêmement intéressant. Et ça pose en fait les problèmes fondamentaux finalement du conflit. C'est-à-dire, je pense, c'est le grand problème du conflit et c'est le problème en vérité de tous les conflits du monde, parce que c'est la mère de toutes les batailles, c'est le problème démographique. Parce que tu ne peux pas comparer, Guy, le Golan et la bande de Gaza. Le bien sûr, Golan encore est très peu peuplé. Et en plus, il est peuplé d'une population qui n'est pas particulièrement hostile à Israël, même si effectivement, elle a préféré ne pas trop se mouiller. Mais bon, on m'a dit là maintenant que depuis que Bachar oui, est plus tout là, à fait. tout le monde se rue vers la carte d'identité israélienne. Et bon, je crois qu'on parle de 10 ou 15 000 personnes. Enfin, c'est vraiment marginal par rapport à ce qui se passe à Gaza. Et c'est vrai qu'il y a quand même une forme d'inconséquence. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça. Alors, effectivement, dans tout ce que tu viens de présenter, il y a quelque chose de très juste. C'est qu'on ne sait pas. Il faudrait faire de l'Uchronie. Qu'est-ce qui serait passé si Sadat n'avait pas été assassiné? Parce que c'est évident que le climat a complètement changé. Quand on voit les photos des rencontres entre Sadat et les officiels israéliens, donc dans ces années de Camp David, c'est vrai que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on voit maintenant, cette espèce d'ambiance glacée, etc. Enfin bon, donc Et Stéphane, c'est sûr que que se Sadat. serait-il que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu Obama? Oui, bon, Obama, enfin, à part avoir eu le prix Nobel, je pense qu'il n'a pas fait Obama, grand-chose. Morsi, Mais, les frères musulmans, parce que mais ce lien entre Morsi et le Hamas va
faire basculer toute la situation de la bande de Gaza. Ouais, bon, après, encore une fois, hein, là-bas aussi, c'était des élections démocratiques. Alors, comment dirais-je, c'est vrai qu'on a. Enfin, c'est le problème, je dirais, du monde arabe, interne au monde arabe. C'est-à-dire que dès qu'il y a des élections, c'est les frères musulmans qui gagnent. On a bien vu en Tunisie, et puis ça bascule dans quelque chose d'extrêmement fermé, dictatorial, etc. On peut dire que c'est un peu la même chose aussi en Algérie. Euh, mais ce qui est certain, c'est que là, le problème qu'a posé Gaza, et c'est aussi ce que Sharon mettait souvent en avant au moment du Gush Katif, c'est un problème bêtement démographique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, comment dirais-je, garder 1 million de Palestiniens sous souveraineté israélienne pour que 7 000 autres Israéliens restent sous souveraineté israélienne, ou est-ce qu'il vaut mieux se délester? Parce que quand on dit que Sharon a déconnecté les Israéliens de Gaza, il a aussi déconnecté Gaza d'Israël d'une certaine manière. C'est-à-dire, bon, militairement, certes, le conflit a continué, mais dans l'équation démographique, et ça, c'est quelque chose à laquelle j'ai beaucoup cru, je pense que c'était dans le calcul de Sharon, qui se disait, moi, je me délaisse d'1 million de Palestiniens, ou 1,5 million à l'époque, en sacrifiant, entre guillemets, 7 ou 8 000 Israéliens. Finalement, le compte est intéressant pour Israël. Et ce problème de Gaza, hormis, alors, on ne va pas reparler de tout ce qu'on a dit, mais tout ce soubassement idéologique des frères musulmans, cette espèce de concentré comme ça de haine, de l'éducation, etc., c'est une évidence. D'ailleurs, ça, c'est aussi une partie du problème, hein, c'est qu'il n'y a pas, je pense, une famille à Gaza qui n'est pas de près ou de loin liée au Hamas. Je veux dire, on a bien vu à chaque fois que les soldats rentrent quelque part, je veux dire, il y a de la propagande anti-israélienne dans toutes les maisons, enfin partout, quoi. Donc là, on a quand même un vrai problème démographique, c'est-à-dire que même si on arrive, on va dire, et là je vais répondre donc à la question là, sur le chat, sur l'annexion, même si on arrive, disons, à pacifier la bande de Gaza, ce qui est quand même, malgré tout, bon, on est dans la tourmente de la guerre, mais on voit bien que c'est ce qui est en train de se passer. On pacifierait la bande de Gaza, on installerait un pouvoir qui soit plus favorable à Israël, donc sous le patronage des Émirats arabes unis. Quel va être le statut de ces habitants? Est-ce que ça va être des Israéliens? Est-ce que ça va être des résidents comme à Jérusalem-Est? Est-ce que ça va être des gens sous occupation militaire comme en Cisjordanie? On voit bien là qu'on est arrivé à un moment de l'histoire d'Israël où on ne peut plus vivre cette espèce de provisoire qui dure, où on n'arrive pas à déterminer les choses. Et quand tu parlais de la politique de Begin, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'improvisation là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où on va, on définira plus tard le statut, mais on sent bien que là, il y a quelque chose de pas très défini parce que Begin aussi était confronté à ça. Begin aussi savait que s'il annexait, comme Guy le disait, la bande de Gaza, il se retrouvait avec 1 million d'électeurs en plus à la Knesset qui pouvaient Bien sûr. menacer sa majorité. Voilà. Donc maintenant, on voit bien que l'enjeu démographique, il est complètement central et c'est vrai qu'il est, de mon point de vue, sous-médiatisé en Israël et c'est très, très important si on veut aussi apercevoir ce qui va se passer, de comprendre à quoi on a affaire. Et ça concerne bien sûr aussi la Cisjordanie. On est là dans un pays qui d'abord n'est plus un petit pays. C'est plus le pays de 3 millions d'habitants de la guerre des 6 jours. C'est même plus le pays de 4 millions d'habitants de Begin. C'est un pays de 10 millions d'habitants. Ça en fait un pays comparable à plusieurs pays européens, comme la Belgique par exemple. Donc c'est un pays d'une importance certaine. Ensuite, c'est un pays qui a le taux de fécondité le plus élevé des pays occidentaux de très 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 loin. C'est-à-dire que le deuxième pays est à la moitié du taux de fécondité des femmes israéliennes. Le deuxième pays de l'OCDE. Et on le voit bien, ça c'est une évidence pour tous ceux qui vivent en Israël. Il y a une explosion démographique et il y a une espèce de trop-plein démographique. On ne peut pas maintenant, je veux dire, rouler en Israël d'abord sans être pris dans un embouteillage, mais ensuite sans être cerné par des forêts de grues de partout. Là, j'étais à Ashkelon entière. L'Ashkelon a doublé de volume littéralement en 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a tout un nouveau quartier qui est comme une deuxième ville d'Ashkelon qui est sortie de terre. Et ça, c'est directement lié à ce que, comment dirais-je, au conflit. C'est-à-dire que je le dis souvent et c'est de plus en plus vrai, quand on dénonce la colonisation, l'implantation en Judée-Samarie, en Cisjordanie, il faut bien comprendre que le moteur de cette colonisation est absolument pas idéologique. Les colonies idéologiques ne se développent pas ou restent de taille modeste. Bethel, 10 000 habitants à peine, je crois, Kiryat Arba. Les grosses colonies sont des colonies non idéologiques. Ariel, Bétar, Maléadou. Kiryat Arba, c'est pas une colonie idéologique. Hebron Non. peut-être, mais pas Kiryat Arba. Oui, bon, mais en tout cas, elle est modeste dans son développement, quoi, parce que Elle est modeste. elle est modeste.
les vrais, et là, enfin, c'est aussi ce qui se passe, il faut rouler en Judée-Samarie pour comprendre à quoi on a affaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une autoroute maintenant complète qui est en train d'être construite entre, comment dirais-je, Naplouse et Hébron. On peut maintenant quasiment, sur tout le parcours, être en 4 voies, avec des routes de contournement qui passent quasiment par aucun village arabe ou agglomération arabe. Et on voit bien qu'on est en train là d'aménager le territoire. On n'est pas du tout en train de faire d'idéologie. On est en train de Tout à dire, voilà, fait. il y a un problème de place, il y a un problème de développement. En plus, il se trouve que la Cisjordanie est à proximité immédiate des grands centres urbains. Autant le Golan, c'est un territoire très excentré, mais la Cisjordanie, c'est Jérusalem et c'est Tel Aviv, en gros. C'est-à-dire que c'est l'arrière-pays de Jérusalem et l'arrière-pays de Tel Aviv. Et ça conduit tout droit vers l'annexion. Alors, on sait qu'avant-hier, la Knesset a voté, et ça aussi, ça aurait paru complètement invraisemblable, il n'y a même pas 5 ans. Elle a voté à 71 députés sur 120 pour l'annexion de la Cisjordanie. Mais en vérité, cette annexion, elle est quasiment effectuée de facto. Je ne sais pas si vous avez suivi, ce que ça a été malheureusement assez peu médiatisé, surtout en fait les protagonistes n'ont pas voulu embrayer, mais le gouvernement est en train de négocier donc avec Nir Barkat des accords avec des chefs, des responsables d'Hébron notamment, qui sont absolument légitimes et représentatifs de leur population là-bas, pour intégrer des parties entières de la Cisjordanie dans les accords d'Abraham. Donc on n'est plus Chef du tout dans une Jabari. logique de partition, on n'est plus dans la logique d'Oslo, on n'est plus dans une logique de déconnexion non plus de Sharon, on est dans une logique d'annexion pure et simple, encore non assumée. Et ça, je crois que c'est un des problèmes d'Israël parce qu'il ne faut pas mentir à la communauté internationale. Il faut dire ce qui se passe, il faut dire ce qu'on fait et vers quoi on va. Cette annexion, elle est rendue possible par la dynamique démographique. C'est-à-dire qu'on prévoit qu'en 2050, c'est demain, hein, c'est dans 25 ans, il y aura 17 millions d'habitants juifs entre la mer et le Jourdain. Il faut bien comprendre, pour saisir un peu cette dynamique démographique, qu'en 1900, c'est-à-dire au début du XXe siècle, il n'y a pas non plus très longtemps, il y avait à peine 5% de juifs entre le Jourdain et la mer. Aujourd'hui, si on exclut Gaza, il y en a plus de 70%. Donc il y a une espèce de dynamique démographique qui est enclenchée avec un changement des équilibres radical entre les juifs et les arabes, et ça aura forcément des conséquences politiques. Et on voit bien même que c'est en train de dépasser les frontières d'après 67 parce que ça se joue maintenant au pied du Golan. On voit qu'il y a des communautés druzes et kurdes qui demandent leur rattachement ou en tout cas leur protection à Israël. Ah, Il y a un remodelage complet là, de la région qui, comme ça a été le cas d'ailleurs en Europe, hein, c'est exactement les mêmes mécanismes, et a comme moteur la démographie. C'est très intéressant. J'étais chez Jabari, le Cher, récemment, et Son fils, le Cher de Hebron, donc c'est quand même très impressionnant. Je te rappelle que ce qu'ils ont proposé, c'est de devenir un émirat. Ça veut dire qu'on revient à, à la société bédouine d'origine. J'ai l'impression que Oslo euh, part, euh, disparaît, entre guillemets, et qu'on va vers quelque chose de très différent. Quand tu parlais maintenant de ces routes rapides qui relient le nord de la Samarie au sud de la Judée pour les Palestiniens, il ne faut pas oublier aussi que ces routes permettent aux Palestiniens de circuler librement sans croiser le moins de soldats israéliens en chemin. Ça veut dire qu'on est sur deux réseaux et toi comme moi, tu vois les pirouettes que l'on fait euh, pour que l'on puisse passer de l'un à l'autre et en fin de compte, ça marche très très bien, le pragmatisme des gens de la réalité. Je voudrais revenir sur un point qui est important, parce que tu as parlé de la démographie. Et le point de la démographie, c'est le point essentiel. Mais je crois que si nous, Israéliens, ne tirons pas les conclusions du 7 octobre, dans deux domaines, liés totalement à cette importance du sujet démographique, alors on ne pourra pas avancer. Le premier, c'est d'arrêter de vivre dans cette espèce de la land. On a signé un accord, alors on croit qu'on est en Occident, on a un contrat à la banque, les avocats, tout est organisé. Ça ne marche pas comme ça. On n'a pas fait notre travail de bien surveiller, de bien vérifier que lorsqu'on a signé ce qui devait ressembler à de la paix,
l'éducation qu'on a donnée aux générations futures dans ces endroits-là aille dans cette direction. Et ça, c'est une chose qui est fâcheuse. Si la paix, si le projet que tu décris n'est pas accompagné d'une garantie réelle que l'éducation aille vers quelque chose qui permet de vivre ensemble, alors, comme me disait un des habitants de Nahal Oz, compte 50 ans et ça aura lieu de nouveau. Deuxièmement, on doit enquêter. Je déplore personnellement que le sujet de la commission d'enquête nationale tourne dans la presse toute la journée autour de Netanyahou ou pas. Le problème qui s'est passé avec la bande de Gaza, qui s'est passé au 7 octobre et qui n'a pas été suivi ni par la force Redouane et le Hezbollah en entier, qui s'est passé vraiment autour de la bande de Gaza, est fondamentalement un problème militaire et un problème de renseignement, comme le Covid était un problème du ministère de la Santé. Ça veut dire que la responsabilité ministérielle de nos élus et de notre chef d'État, elle est évidente, mais elle ne peut pas être plus importante que la responsabilité de ceux qui devaient porter l'information. Quand j'ai entendu la déclaration de Ronen Bar, le chef du service des renseignements intérieurs, et qui, à 1h30 du matin, était informé, à 3h30 du matin, il a informé à droite, à gauche, et que la presse, ne sont pas visée, s'inquiète, est-ce qu'il a informé Netanyahou à 5h30 le matin ou pas d'une attaque qui a eu lieu à 6h39? Mais moi, ma question, c'est, lui, chef du renseignement israélien, pourquoi n'a-t-il pas informé le général de division de la bande de Gaza pour dégager tout de suite, faire réveiller tous les soldats qui étaient là, qui pouvaient contenir la majeure partie de l'événement, mettre les civils hors portée des attaques, faire vider le terrain de la rave party de Nova et assurer aux villes, je vous rappelle, les villes n'ont pas ces structures de sécurité, elles ont de la police urbaine avec des petits pistolets de 22 mm. C'est pas avec ça que tu protèges une invasion. Et il y a un vrai ménage que nous devons faire chez nous et poser des vraies questions sur des responsabilités. Si quelqu'un dit, comme l'a dit le chef du renseignement Khaliwa, j'assume ma responsabilité, il reste encore 1 an et demi en poste, et puis il s'en va faire carrière, alors on n'a rien appris. Nous devons savoir quelle est la responsabilité de chacun. Ces gens-là sont des serviteurs de l'État, ils sont salariés des citoyens et ils devaient donner de la sécurité. Et là, il y a eu faille. La responsabilité politique des leaders, elle est claire puisqu'ils en sont leurs responsables, mais ça n'enlève en rien. Et si nous ne faisons pas cette commission d'enquête approfondie, totalement indépendante et déconnectée de toute structure politique, pour être certain qu'on arrive à nous préparer à la prochaine étape. Le dernier mot n'est pas dit avec l'Iran, je ne parle pas des Houthis, je ne parle pas du Soudan, je parle pas de... On a plein de sujets étonnants dans la région, des gens soudainement apparaissent, mais nous devons faire vérifier chez nous qu'est-ce qui s'est passé dans nos structures. Comment est-il possible que ce dysfonctionnement est arrivé aussi loin? Et puis peut-être aussi commencer à rééquilibrer ce quatrième pouvoir qui est celui des médias, parce que quand on devient monolithique, s'il y a un seul sujet, il y a des sujets dont on n'ose pas parler. Je suis extrêmement préoccupé. Dans les 5 dernières semaines, 39 soldats israéliens, jeunes, en forme, ont été tués. Est-ce qu'on peut avoir un vrai débat sur la présence des soldats physiquement dans la bande de Gaza en ce moment encore, pour essayer de libérer 21 otages qui sont dans une situation dramatique et le reste, ce sont des corps morts? Mais combien de morts peut-on encore se permettre pour quelque chose d'illusoire? Peut-être qu'il y a une autre façon de faire. Attends, je voudrais conclure, là, Guy. Euh, Très bien. je te réponds juste sur la commission d'enquête, dont évidemment, c'est évident qu'il y a eu des dysfonctionnements, mais quand on analyse quand même les choses, je dirais avec une perspective historique, c'est pas très très étonnant ce qui s'est passé, et surtout ça ressemble
à d'autres cas de figure. Ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé en juin 1941 entre l'Allemagne et l'Union soviétique, où malgré tous les renseignements dont disposait Staline, il a refusé de croire, jusque même après le déclenchement des hostilités au matin du 22 juin, que Hitler l'attaquait, parce que psychologiquement, il était persuadé qu'Hitler le ferait jamais, et c'est exactement ce qui s'est passé aussi en Israël. C'est-à-dire que psychologiquement, les Israéliens étaient certains que le Hamas n'oserait jamais Je faire ne ce te qu'il a rejoins fait, pas là-dessus, et Stéphane. qu'en plus, ça a été attesté, je crois, dans plusieurs conversations qu'il y a eu pendant la nuit entre les responsables sécuritaires, euh, le mur les arrêterait. Même si ils arrivaient à s'organiser, ils passeraient jamais la barrière. Et y a une interview très intéressante dans un documentaire qui est passé à la télévision israélienne, où quelqu'un raconte que quelqu'un qui était vraiment au cabinet ministériel, qu'au moment de Bennett, euh, Sinwar avait dit il faut tuer les Israéliens avec des haches. Et Bennett avait convoqué, à l'époque c'était Aviv Kochavi, et chef d'état-major, il avait dit il faut tuer Sinwar. Et Kochavi lui répond si on tue Sinwar, on va prendre 30 ou 40 morts militaires, et tu iras toi expliquer aux familles des soldats tombés, etc., pourquoi tu as voulu déclencher cette guerre. Il y avait une volonté absolue de ne pas faire la guerre dans l'état-major. Les renseignements, ils étaient là, ça a été attesté, hein, je veux dire, il y a eu des rapports, le rapport Jéricho, etc. Sauf que l'échelon, aveuglé en fait par une espèce de conception qui était Exactement. c'était la religion des deux États et de la séparation ethnique. Ça veut dire que on avait, depuis Oslo, on essaie de convaincre l'opinion, et les élites en sont convaincus, que la solution, c'est la séparation ethnique étanche. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a fait à Gaza. Ça, on va plus aller plus loin que Gaza, avec ce mur qui passait 70 mètres sous terre. Et de l'autre côté, donc, on est séparés, il ne se passera rien. Or non, on a bien vu que c'était une illusion, et c'est ce qu'on a payé très cher. Maintenant qu'il y a évidemment des dysfonctionnements, c'est évident, mais je pense qu'en gros, ce qui nous a coûté quand même très cher, c'est ça. Je voudrais juste terminer sur une note plutôt, on va dire, optimiste, je ne sais pas, mais euh, un peu Nous en le sommes. dehors peut-être de ce qu'on entend. J'ai écouté une interview de Rima Hassan quand elle est rentrée de la fameuse flottille. Elle est passée, elle a été interviewée avec beaucoup de complaisance, mais c'est intéressant quand même, sur Radio Nova. Et elle a parlé, elle a raconté ce qui s'est passé, comment elle a été reçue en Israël. Elle a d'ailleurs parlé assez gentiment des soldats israéliens. Mais c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, elle a dit quelque chose d'extrêmement vrai. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose d'absolument indéniable. Elle a dit le seul endroit où les Juifs sont vraiment en sécurité dans la région, c'est dans les frontières de 67, là où les Palestiniens ont les mêmes droits que les Juifs, c'est-à-dire les Arabes israéliens. Et c'est vrai, je te parlais tout à l'heure devant des jeunes de Loupain et de Sion, et je leur disais, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au soir du 7 octobre, il y a déjà eu l'accusation de génocide à Gaza. C'est-à-dire tout de suite, la toile s'est enflammée, et tout de suite, avant même qu'Israël ait commencé à riposter, on a dit Israël fait un génocide à Gaza, et tout de suite, les campus ont commencé à chanter les louanges du Hamas, etc. Et les Arabes du monde entier, vous pouvez voir les sondages, ont cautionné ce qui s'est passé et trouvent très bien ce que le Hamas a fait. Il y a très très peu, j'ai vraiment regardé ça de très près, très très peu de réserves, même de responsables, hein, je veux dire, qui ont pris leur distance avec ce qu'a fait le Hamas, y compris les viols, comment dirais-je, les cadavres brûlés, etc. Sauf dans un endroit, c'est en Israël. En Galilée. Ouais, les Arabes israéliens ne sont pas rentrés là-dedans. Et ça, c'est quand même ça interroge. C'est-à-dire, je veux dire, ils pourraient Ouais. complètement s'identifier avec leurs frères palestiniens ou même avec leurs frères de Cisjordanie, etc. Non. D'abord, moi, j'habite dans un quartier à Jérusalem qui est à proximité immédiate des villages arabes de l'agglomération, Soubaher et Jabel Moukaber. Et tout de suite, j'ai pensé à ça dans l'abri, samedi. Je me suis dit, ils vont venir, ils vont débarquer, ils vont faire pareil. Il n'y a pas eu un seul cas, à ma connaissance, Guy, tu peux me démentir, mais je pense qu'il y a eu très, très, très peu Il de n'y a pas cas eu. d'Arabes israéliens qui ont été impliqués et qui ont embrayé en fait dans cette histoire. Et ça, c'est vraiment, je pense, aussi une des leçons à tirer. Quand on parlait de quel statut pour Gaza, qu'est-ce qui va se passer, on constate quand même que cette histoire de donner des droits et d'attribuer une souveraineté aux Arabes, finalement, ça marche. C'est-à-dire qu'en Israël, où il y a quand même 20% de la population, et là pour le coup, qui est complètement mêlée à la population juive, il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de carte d'identité séparée, c'est exactement, c'est aussi à part entière. C'est aussi le mythe de la discrimination
des Arabes israéliens, je crois qu'il fait long feu parce que, je veux dire, ils sont directeurs d'hôpitaux, juges à la Cour suprême. Enfin, je crois qu'il y a, quand on compare à l'Afrique du Sud, c'est juste risible, quoi. Euh, donc, l'une des pistes qui est envisagée, ce serait peut-être celle-là. Et vraiment pour terminer, un dernier mot là-dessus, ça c'est Emmanuel Navon qui m'en a parlé. Une des voies qui serait privilégiée par les Israéliens et les Américains, c'est ce qu'on appelle la solution de Porto Rico. C'est-à-dire, en fait, les habitants de Porto Rico, ils sont américains, mais ils n'ont pas le droit de vote à l'Assemblée, enfin, à la Chambre des représentants, au Sénat. Ils ont tous les droits, les protections des Américains, sans influer sur la démocratie américaine. Et c'est peut-être vers ça qu'on s'achemine. C'est très intéressant parce qu'on pourrait l'élargir sur d'autres populations. Oui, absolument. Absolument. Sur, et Sur les Kurdes et les Druzes, ouais, absolument. pas seulement, pas seulement. On peut imaginer un gouvernement israélien, sioniste, avec deux statuts sur cette terre. Statut de citoyen avec tous les droits et tous les devoirs, et puis un statut de résident permanent pour ceux qui ne participent pas à l'affaire. Ça pourrait être une solution intéressante. Un grand Bien. merci. En tout cas, est-ce qu'il nous reste des questions sur le chat où on peut clôturer? Euh, Si vous voulez regarder le chat, s'il y a quelque chose qui attire votre attention, moi j'ai essayé de regarder. Je pense qu'on a fait le tour, bien au-delà du tour même. On a vraiment Très bien bien. analysé la situation depuis ses origines. Merci beaucoup Gilles Pérez, Merci, merci beaucoup merci Stéphane à Amar. toi. Nous vous Merci, rappelons que merci Stéphane. le Centre Begin Merci Guy. organise régulièrement des événements en présentiel au Centre Begin et aussi maintenant on essaye un petit peu en Zoom. Vous pouvez rejoindre notre groupe WhatsApp. Je mets le lien dans le chat immédiatement et à très bientôt pour de nouvelles conférences. Merci à tous et encore merci Merci, à Gilles et bientôt. Stéphane.